Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 90 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, retour sur notre saga, la centaine, avec une première partie du Best of the Rest. Alors, que je vous explique un peu comment va se dérouler la fin de la saga, puisque ça y est, on arrive quasiment à la fin, et donc j'ai réussi à caler tout au niveau des agendas et au niveau du programme, surtout. Donc, d'abord, il nous reste 3 QV normales, on va dire. 3 QV, 3 x 5 joueurs du top 100. Et puis, par ailleurs, on va aussi rajouter 2 épisodes de ce qu'on appelle le Best of the Rest, le meilleur des joueurs qui n'ont pas été inclus. Et comment est-ce qu'on va procéder pour tacler cette problématique du Best of the Rest, où on aurait pas mal de noms à aborder. Aujourd'hui, on va très simplement faire une première partie sur les noms qu'on avait déjà repêchés. Souvenez-vous qu'on avait fait un épisode de mi-saga avec Antoine où on avait rediscuté du classement et rediscuté notamment de noms. Est-ce que ça valait le coup de les inclure ou pas ? Et donc, on avait repêché une poignée de noms qu'on n'avait pas traités complètement, mais qui pourraient être intéressants à discuter et à inclure dans le classement. Et puis donc, plus tard, une deuxième partie d'ici quelques jours, sans doute. Une deuxième partie où on abordera beaucoup plus de noms et de manière beaucoup plus concise, évidemment, mais vraiment pour discuter de cas, pour passer à la volée une dizaine ou une quinzaine de noms et définitivement les rayer ou alors les inclure à la dernière minute, on verra bien. Mais bref, donc, aujourd'hui, c'est le Best of the Rest, partie 1, où on va discuter de manière classique, comme d'habitude, des joueurs qu'on avait repêchés. Et puis donc, on fera cette deuxième partie plus tard, où on abordera plus de noms et de manière beaucoup plus pêle-mêle, on va dire. Donc, ça, ce sera pour plus tard. Et donc, aujourd'hui, pour faire ce Best of the Rest avec nous, on reçoit un grand habitué, évidemment, un habitué de la saga et du Basket Lab, puisque c'est Rafa. Rafa de Basket Info, Rafa de T-Wolves FR également, qui se joint à nous pour ce Best of the Rest, partie 1. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, épisode Best of the Rest, partie 1, de notre saga, la centaine. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de la centaine et vous allez voir aujourd'hui, épisode un peu particulier et pas une cuvée totalement comme les autres, on va l'expliquer. Mais pour ça, on reçoit un grand habitué du Basket Lab et de la saga, on reçoit Rafa. Comment ça va, Rafa ? Écoute, ça va très bien. Ça irait encore mieux si on n'enregistrait pas le podcast le lendemain de l'annonce de la blessure de Karl Anthony Towns, mais dans l'ensemble, ça va. Bon, après, malgré la blessure, le début de saison se passe merveilleusement bien, donc ça va, c'est pas... Ouais, c'est ça. un peu décevant pour l'instant Minnesota, effectivement. Je suis content que tu aies accepté de venir malgré la cuvée du jour, on va dire, qui est pas la plus sexy. Ouais, mais écoute, j'ai fait Alfaro Camino, donc tout passe. Oui, c'est vrai que c'est toi en plus qui a fait Aminou. Donc oui, on arrive sur la fin de la saga. Donc je me suis dit, avant de conclure totalement, c'était bien de faire un peu un tour d'horizon de le Best of the Rest, pour le dire en anglais, donc qui sont les meilleurs qui ont été, que j'ai oublié dans ma playlist de base. On avait fait un épisode de mi-saga avec Antoine pour essayer de déterminer quel nom on pouvait rajouter. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On fera peut-être une deuxième partie plus tard, d'ici quelques temps, pour essayer de voir s'il y a d'autres noms évoqués comme ça, pêle-mêle. Il y a de plus en plus de noms sur lesquels moi je me pose des questions au fur et à mesure. Mais bref, donc aujourd'hui, les noms qu'on avait choisis avec Antoine, donc une cuvée des noms qu'on avait oubliés. Alors, Jake Crowder, je crois que je l'avais juste oublié de la liste de base, mais je voulais la mettre à la base, donc Jake Crowder. Et puis on a aussi du Joe Ingles qu'on avait rajouté, du Andrew Bogut, du Lou Williams, et on a aussi en 5e nom du Donovan Mitchell. Donc on va débattre de tout ça, mais avant, comme de tradition, est-ce que tu as des remarques à faire sur le classement qu'on a fait jusqu'ici ? Donc pour l'instant, on a un top 85, il me semble, et notamment sur les noms qu'on a rajoutés dernièrement. Je pense à Russell Westbrook. Qu'est-ce que tu penses de cette 4e place ?
C'est vrai que j'ai été un peu surpris en voyant le classement vu que je connais ton amour pour Westbrook. Bon, j'ai pas encore écouté l'épisode, donc du coup c'est un peu plus difficile de le commenter, mais bon, il est quatrième. Non, mais ça se défend. Moi, je crois que je l'aurais mis derrière Kawhi au moins, qui est juste derrière. Ensuite, c'est un joueur tellement particulier que j'imagine qu'on peut débattre. Voilà, ça m'a surpris un peu de le voir si haut te connaissant, mais je comprends pourquoi il est si haut. Sinon, j'avais pas trop d'autres interrogations. Il me semble peut-être, je me suis posé la question quand j'ai vu Dwayne Wade 10e, je me suis dit tiens, c'est un peu haut. Ouais. Au vu de sa longévité, bon, en même temps, j'avais pas plus réfléchi que ça, donc c'est vrai que ça se tient aussi, hein, vu son début de décennie. C'est ça en fait, l'argument de Wade, on en avait parlé dans le Discord, mais c'était le coup de... on en a parlé avec Lucas d'ailleurs dans l'épisode, c'était en fait, il a que 4 saisons de très haut niveau, après c'est un peu plus moyen, mais sur les 4, il y en a peut-être 2 au tout début où il est top 5 NBA, Oui. et donc la difficulté c'est à quel point est-ce qu'on pondère ça. Mais c'est vrai que tu vois, par rapport à des Giannis qui a à peu près le même truc, hein, il est un peu plus bas. Effectivement, Dwayne Wade pourrait perdre quelques places, ça me choquerait pas, quoi. Parce que, pareil, hein, Antetokounmpo, il a 4 saisons au NBA comme Wade, dont 2 MVP avec peut-être une plus grande valeur que Wade, parce que défensif, intérieur et tout ça. Donc, effectivement, ça me choquerait pas qu'on descende Wade de quelques places. Non, mais moi je peux l'entendre, hein, qu'il soit si haut, parce que c'est vrai que par exemple en 2011, dans les playoffs 2011, c'est peut-être le meilleur joueur des playoffs avec Nowitzki. Et ses finales sont incroyables. Mais je sais pas, ça a été le réflexe quand j'ai vu, je me suis dit ah tiens, il est haut quand même. En même temps, je dis ça, mais j'avais le même argument pour Giannis, c'est que je continue à trouver trop bas Giannis. Oui, voilà. Voilà, je te l'avais dit la dernière fois, par rapport à Butler ou Irving par exemple, ou même Kyle Lowry. Donc bon, voilà, évidemment l'argument est réversible, quoi. Ouais. Non, mais après, tout dépend aussi de comment est-ce qu'on pondère toutes les années post-2014 du Big Three de Dwayne Wade aussi, je pense. Ouais. Je pense que Lucas les pondère pas mal. J'avoue que je suis un peu plus bas. D'après ce que j'ai entendu sur le Discord, certains étaient plus bas aussi. Enfin, ça dépend, mais effectivement, il y a une perte d'efficacité qui est notable et il y a de la production brute, mais à quel point est-ce que c'est de la valeur dans des contextes qui n'étaient pas top et tout ça, ça peut se discuter. Et pour le cas de Russell Westbrook aussi, en fait, c'est le critère de notre classement, c'est de la valeur cumulée. Le fait est qu'il a fait quasiment 10 saisons, 9 saisons et demie. Donc c'est là-dessus où il passe devant certains noms dans mon esprit, mais je commence à me dire que, certes, il a 10 saisons, mais est-ce que sur la fin, les saisons sont de top niveau, quoi? Parce que si tu dis, il a 10 saisons de top niveau contre Kawhi Leonard, qui en a que 7 ou 8 de top niveau, bon, oui, du coup, de facto, Westbrook est devant. Mais en même temps, est-ce que Westbrook avait peut-être... Est-ce que sur la fin, c'était vraiment des saisons de top niveau? C'est peut-être ça aussi là-dessus où on pourrait douter et le descendre, non, de ton point de vue? Oui, c'est ça, mais là, je trouve que c'est vraiment la grosse difficulté de l'exercice. C'est presque là, je le mettrais devant Kawhi, mais je compare presque certaines tendances de Westbrook à, je trouve, freiner le plafond d'une équipe, ouais, par rapport aux absences de Kawhi, en un sens. C'est-à-dire que Kawhi, il a loupé des matchs et c'est presque plus facile de ne pas les juger que de juger les défauts de Westbrook. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué et sur la longévité, il y a pas photo, bien sûr, entre Westbrook et Kawhi, mais voilà, le pic de Kawhi est beaucoup plus important et c'est presque la réflexion philosophique de qu'est-ce que tu veux comme joueur pour quand on est là dans le top 5, top 10 pour t'amener au titre. Et tous les jours, je prends Kawhi Leonard. Mais bon, le fait est que ensuite sur la disponibilité, sur la longévité, Westbrook est devant. Donc bon, là, c'est un débat. Je suis pas sûr qu'il y ait une réponse absolue à ça. Non, c'est tout le but de cette saga, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse et on dit n'importe quoi dans le vide. Non, effectivement, il n'y a pas de bonne réponse. En tout cas, selon la pondération de chacun, on peut avoir des réponses différentes. C'est peut-être plutôt ça. Mais bref, donc à part si tu as d'autres revendications sur le classement, non, est-ce que tu n'as pas une hésitation entre Tony Allen et Ray Allen, qui sont tout en bas du classement, l'un par rapport à l'autre, qu'on a fait avec Tom récemment? Mais bref, alors oui, donc justement, on va être dans la fin du classement aujourd'hui, de facto, puisqu'on va classer les certains noms du best of the rest, comme on disait. Donc la QV, je l'ai déjà annoncé, du Jake Crowder, du Andrew Bogut, du Joe Ingles, du Lou Williams, qui n'était pas dans la liste à la base, mais qu'on a rajouté, et du Donovan Mitchell. Du coup, toi, est-ce que tu as un classement a priori... Bon, c'est pas une QV normale, donc tu peux me dire non, hein. On va discuter au fur et à mesure, mais est-ce que tu avais un peu un ordre d'idée de qui était plutôt
sur les joueurs du jour, les uns par rapport aux autres, ou c'est pour l'instant encore un peu flou avant les débats? C'est un peu flou. Je pense que j'aurai les deux Australiens, Ingles et Bogut, en fond de classement. Enfin, avec Ingles le plus bas. Et ensuite, j'hésite un peu, toujours pour le critère de pic et longévité, entre les trois autres. Pour moi, Crowder et Williams, ça se vaut à peu près. Et j'hésite pour Donovan Mitchell, que j'aurais tendance, vu les critères qui sont plus ceux de la série, de longévité, à mettre en troisième. Ok. Et peut-être à mettre Crowder et Lou Will dans cet ordre, ou l'ordre inverse, je sais pas trop. Ouais. Bon, j'avoue que c'est un peu flou moi aussi, donc c'est un peu le problème. Alors j'avais Joe Ingles en dernier, de manière assez évidente. Et après, je me demande à quel point Mitchell, on va en parler, mais il a moins de longévité, mais des saisons de go-to-guy quasiment. Est-ce que dans le classement et de la manière dont on a pondéré des saisons de All-Star ou des top saisons de go-to-guy par rapport à des saisons de role-player, est-ce qu'il mériterait pas d'être premier de la QV du jour? Ouais. Je ne sais pas. Et après, voilà. Le cas de Bogut, enfin bref, on n'a que des cas compliqués aujourd'hui, donc, donc ne traînons pas sur le classement. De toute façon, on va y arriver petit à petit, de manière intuitive, je pense. Bref, donc si tu veux bien, passons à notre premier joueur du jour. Du coup, allons sur l'Australien directement. Allons sur Andrew Bogut. Bogut, 9 saisons sur la décennie. C'est quand même pas mal, hein, je pense que tu t'attendais à moins. Mais de facto 9 saisons, bon, en vrai il n'y en a que 6 ou 7 de vrai, et encore, 7 points de moyenne sur la décennie, 25 minutes de jeu par match sur la décennie, 9100 minutes sur la décennie, donc on est sur le 236e total de la décennie. C'est quand même devant certains noms comme Kevin Garnett ou des noms comme ça. 375 matchs. Au niveau palmarès, le titre en 2015 évidemment avec les Warriors, et aussi une All Defensive Second Team en 2015. Donc c'est déjà pas mal. Pour les critères d'aujourd'hui, c'est pas mal comme palmarès, on va dire. Au niveau des comparaisons de draft, ça pour le coup, toujours au rendez-vous, hein, nos chers amis de chez NBDraft.net, eux, ils avaient comme comparaison Vlade Divac. Voilà, un peu facile, j'ai envie de dire. Toujours les rapprochements à couleur de peau. Ouais. Peut-être le passing aussi, c'est vrai qu'il y avait certaines similarités. Et alors au niveau de Draft Express, comparaison de draft aussi à l'époque, pour eux, le meilleur scénario possible, c'était Brad Miller qui rencontre Vlade Divac, justement, le meilleur des deux mondes. Et le pire, c'était Chris Kaman. Voilà. Donc je pense que Bogut a fait un peu mieux. Bogut, qui on rappelle, a été le premier choix de la draft, hein, à l'époque. Mais bref, donc pas de surnom, hein, pour Andrew Bogut, et donc rapidement son classement avant qu'on débatte de son cas. Donc, comme je disais, premier choix de la draft 2005, donc il a 26 ans au moment du début de notre période, et il sort d'ailleurs d'une saison All-NBA en 2010 avec Milwaukee, et il sort aussi d'une année, et tu sais, sa fameuse blessure au coude, je crois que c'est contre Amar'e Stoudemire ou un truc comme ça, blessure assez horrible, hein, n'allez pas la voir. Mais bref, donc il sort d'une très bonne année à Milwaukee, où malheureusement il a été blessé, il n'a pas fait les playoffs, mais 2011, du coup, première année de notre décennie, il est à 35 minutes de jeu par match, toujours un énorme temps de jeu, 13 points de moyenne, 11 rebonds, une grosse présence défensive, mais malheureusement pas de playoff pour Milwaukee de Brandon Jennings et de Scott Skiles, le coach. 2012, il fait à peine que 12 matchs, des blessures avec Andrew Bogut, c'est un peu le problème aussi avec son cas. Et puis durant l'année, il est aussi échangé à Golden State, le fameux échange contre Monta Ellis. 2013, il fait 25 minutes par match, pas mal, mais là encore que 32 matchs dans l'année. C'est un peu dommage, c'est la saison où les Warriors se révèlent, mais lui ne fait que 32 matchs malheureusement. En playoff, ça va au deuxième tour, ça bat Denver au premier tour, et ça tombe contre les Spurs de la grande époque, hein, au deuxième tour. 2014, 67 matchs pour notre ami Andrew Bogut, donc c'est un peu mieux. 26 minutes par match, pas un temps de jeu non plus hyper imposant, 7 points de moyenne et une présence défensive surtout, on va dire. En playoff, ça tombe contre les Clippers au premier tour. 2015, avec l'arrivée de Steve Kerr, lui est toujours là, 67 matchs, 24 minutes par match. Et en playoff, ça va jusqu'au titre, évidemment, avec le titre contre Cleveland en 2015. 2016, la fameuse année à 73 victoires, lui est toujours là, 70 matchs, une vingtaine de minutes par match à peine, ça commence un peu à baisser. Et en playoff, on connaît, ça tombe en finale contre les Cavaliers. Et puis ensuite, été 2016, pour pouvoir accueillir Kevin Durant, il est échangé aux Mavericks en compagnie de Harrison Barnes. Et en fait, c'est un peu le début de la fin, puisque 2017, il fait une vingtaine de matchs avec Dallas. Puis il est coupé, ou en tout cas, il y a un buyout. Et il signe avec les Cavaliers à l'époque, les Cavaliers en plein milieu de la rivalité Cavs-Warriors. Mais malheureusement, moi je me souviens de cette image, je sais pas toi, mais en fait il se blesse au bout de 1 minute. Il entre en jeu avec les Cavs et il se blesse au bout de 1 minute. Il se casse la jambe. Et du coup, en fait, voilà, il ne le joue plus de la saison 2017.
Et 2018, il fait une vingtaine de matchs avec les Lakers. Et 2019, une dizaine de matchs avec les Warriors. Il est retourné aux Warriors. Et puis d'ailleurs, ça compte pas, mais il a aussi été MVP de la ligue de la NBL en 2019. Je t'informe. Mais on est hors décennie, enfin en tout cas on est hors cadre pour nous. Mais bref, donc oui, évidemment il y a un manque de longévité assez évident. Le découpage est loin d'être idéal pour lui, dans le sens où c'est plutôt un joueur 2005-2015, on peut dire. Oui, parce qu'en fait, il y a quatre saisons, 4 vraies saisons dans la décennie. La 2010-2011, et puis ensuite entre 2013 et 2016. Le reste, c'est des blessures et 20-30 matchs par-ci par-là. C'est pas un cas évident, parce qu'il me fait penser au cas de Brook Lopez un peu, mais avec la longévité en plus pour Brook Lopez, qui doit être dans les places 40, je crois, du classement. Oui. C'est un joueur qui a commencé un peu comme franchise player, qui était pas vraiment fait pour ça, en tout cas qui avait ses limites comme franchise player, et qui s'est reconverti en role player dans une équipe qui a gagné le titre. Moi, c'est vraiment un joueur que j'adorais à Golden State pour son intelligence de jeu, sa dureté aussi. Hein. C'était un joueur assez dur. Il posait des écrans qui étaient redoutables. Je pense que si il avait une telle longévité dans une équipe qui n'avait pas gagné autant de titres, enfin là 2 pour lui, on n'en parlerait même pas dans le best of the rest, et même il y aurait même pas débat pour rentrer dans le top 100. Oui. Là, c'est quand même un joueur qui est essentiel, et c'est vrai que il est essentiel aussi parce que le trade Bogut Monta Ellis, c'est le début de tout pour la dynastie des Warriors. Donc c'est lui et c'est tout autant son ajout à lui que presque le fait de retirer Monta Ellis, quasiment. Ouais, absolument. On peut dire. Absolument, parce que ça permettait déjà une assise défensive qui était absolument impossible avec Ellis, et parce qu'il jouait à un niveau presque, enfin à un niveau All Defense First Team sans doute, et presque défenseur de l'année, Bogut parfois. Et puis en plus, c'était le joueur parfait pour le système des Warriors, parce c'était un très très bon passeur, très intelligent, donc il collait parfaitement à ce système-là. Mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de matchs que c'est difficile de le mettre très haut, je pense, d'autant que la première saison à Milwaukee, où donc il a des grosses responsabilités, hein, comme tu l'as rappelé, quand on regarde les stats, on se dit qu'en tant que première option ou option très importante, il est à 20 ou 21% d'usage, bon, ce qui est assez important pour un pivot, mais à l'époque en tout cas. Mais offensivement, il est d'une efficacité totale, quoi. C'est le nombre de points par tir tenté est très très faible, il est en dessous des 1 point par tir tenté. Donc c'est pas comme s'il avait une ou deux saisons de franchise player de très bon niveau. Certes, oui. Défensivement c'est très bien, mais offensivement c'est vraiment faible, quoi. Bah, c'était un joueur offensif de post-up, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Et donc c'était pas quelqu'un qui allait accumuler pas mal de points faciles sur des catch and finish ou ce genre de choses. Et en plus, comme je dis, il revient de sa blessure au coude en 2011, qui était encore une fois assez moche et qui a dû le gêner aussi. De base, c'est pas non plus effectivement quelqu'un qui était hyper efficace non plus avant cette décennie. Donc bref, on est sur une année pas top globalement à Milwaukee, mais c'est vrai que ce qu'on disait aussi avec Antoine, pourquoi est-ce qu'on l'a repêché, c'était, je crois que c'est Antoine qui formulait carrément en disant, s'il n'y avait pas eu Dwight Howard sur cette fin des années 2000, début 2010, il y a peut-être une fois où Bogut aurait carrément pu choper le défenseur de l'année. Et effectivement, en termes de niveau de jeu pur, j'avoue que l'impact défensif était à ce point intéressant. Après, le vrai problème, c'est que on voit bien, tu vois, 2012, on aurait pu avoir une saison complète, on l'a pas, quoi. On a 12 matchs sur l'année. 2013, avec les Warriors, on a une trentaine de matchs également. C'est pas une vraie saison, même si là, pour la fin de saison et les playoffs et tout ça. Mais voilà. Et ensuite, avec les Warriors, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas des temps de jeu titulaires, quoi. Il était titulaire de facto, mais c'est pas des gros temps de jeu, on va dire. On est plutôt autour des 25 minutes de jeu plutôt que des 30, 32, 35 minutes, quoi. Donc il y a quand même cette nuance à apporter. Et en même temps, je me dis, déjà, premièrement, bon, l'attaque était pas là, il y avait que la défense, entre guillemets, mais c'est de la défense, d'une part, d'élite, et en plus, c'était de la protection du panier. Donc, c'était quand même la chose la plus importante en termes de valeur. Effectivement, s'il avait fait ça depuis un poste derrière, on s'en ficherait un peu. Mais là, clairement, comme c'est de la protection du panier, c'est ultra valuable, donc ça compte, je trouve en tout cas. Comme tu as dit, il y avait le côté passing qui faisait un peu du bien dans le système des Warriors. Peut-être qu'on l'oublie un peu, mais
C'était pas les Warriors de Steve Kerr encore, hein, c'était notamment les Warriors de Mark Jackson avec beaucoup plus de jeux statiques et tout ça, et ça jouait beaucoup avec David Lee et parfois Andrew Bogut en tête de raquette qui aimait bien distribuer un peu le jeu. Il y avait moins de free flow qu'actuellement en 2022, hein, par exemple, très clairement. Donc il y avait ce petit apport offensif. Et puis tu sais, je me dis aussi, Manu Ginobili, par exemple, qu'on a assez haut dans le classement, il était très fort dans ce qu'il faisait. Finalement, à part une année de la décennie, il le fait sur que des saisons autour de 20 minutes de jeu, quoi. Et c'est vrai que, Bogut n'a pas du tout ce même niveau de jeu, on est d'accord, mais pour dire que finalement, certes, c'est pas des saisons à 35 minutes de jeu par match pendant une demi-décennie, mais bon, on a finalement une poignée de 3, 4, non même 4, 5 saisons, 4, 5, 6, à 20 minutes de jeu par match, 25 même, dans des équipes compétentes. C'est pas idéal, mais c'est pas non plus rien, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si on suit un peu ce modèle Ginobili. Oui, moi, c'est pas vraiment le minutage qui me pose problème, le minutage par match. Je trouve qu'effectivement, quand il y a un gros impact, ça se défend tout à fait. En plus, je pense qu'il faut aussi ajouter que dans les années donc 2014-2016, qui sont vraiment les très grandes années des Warriors, il y a eu tellement de blowout que le plus souvent les titulaires jouaient pas le quatrième quart-temps. Et tu regardes les minutes par match de Curry ou Thompson ou Draymond Green, c'est pas énorme non plus parce que ils se baladaient, quoi. Donc ça me gêne pas plus que ça. C'est juste le fait qu'il n'ait pas réussi à avoir plus de 1000 minutes par saison, plus de 4 fois dans la décennie, en fait. Ouais, effectivement. Mais après, effectivement, comme on disait aussi, l'impact défensif était assez dingue parce que c'était... alors, je pense que sur cette décennie, on n'a pas eu le niveau défenseur de l'année. C'est plus la fin des années 2000, sans doute, peut-être jusqu'à 2010, comme on parlait avec Antoine. Mais tu regardes ces on-off défensifs, on est notamment sur les chiffres au panier. Comment se comporte l'équipe quand lui est sur le terrain ou pas vis-à-vis de la défense du panier? On est sur de l'élite de chez élite, quoi. C'est toujours au-dessus du 90e centile, voire même du 95e centile sur des on-off au panier. Enfin bref, on avait vraiment quelqu'un de à ce point intéressant sur la protection du panier, parce que très grand, très long, qui en plus avec pas mal d'années en carrière était devenu petit à petit très bon dans le jeu, en termes de placement, en termes de tous ces petits détails. Donc on avait un vrai défenseur, même si c'était que sur 25 minutes et pas sur 35. Ça, je trouve ça assez cool. Après, il faut voir aussi à quel point est-ce que l'attaque pénalisait l'ensemble. J'ai tendance à dire non, pas tant que ça, parce que ok, pas de spacing, et ok, pas un scoring hyper efficace, mais en même temps, c'est encore une époque où on n'est pas en demande absolue de spacing comme aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ça, en tout cas, ça me paraissait pas un handicap offensif. Je sais pas ce que t'en penses, beaucoup de qualité sur le terrain pour les Warriors. Ah non, pour les Warriors, non. Pour les Bucks, Oui, je d'accord, dirais un peu, parce que ça faisait c'était un style un peu old school, il y avait effectivement pas beaucoup de shooting, c'était un peu lent. Puis bon, Scott Skiles, c'est pas l'entraîneur le plus spectaculaire du monde, quoi, le plus inventif en attaque. Pour les Warriors, non, pas du tout, parce que même au contraire, je dirais, ils faisaient exactement ce dont ils avaient besoin pour un pivot, c'est-à-dire poser des gros écrans et être bon à la passe. Ouais. Donc, il me semble que c'était le pivot parfait en un sens pour eux, parce que dans le style des Warriors, ils n'ont pas forcément besoin d'un rim runner ou de quelqu'un qui sache créer son tir au poste de pivot. D'ailleurs, on le voit bien avec Wiseman en ce moment, c'est que ça fonctionne pas aussi parce que Wiseman n'a aucun sens de la passe. Et c'est ce qu'il leur faut dans ce style offensif où ça bouge beaucoup, où il y a beaucoup d'écrans. Et Bogut pour ça était parfait. Donc, alors je suis pas sûr que ça se voit trop dans les on-off pour le coup, qu'il avait un impact vraiment intéressant offensif, mais il y a rien de catastrophique non plus. Si d'ailleurs je suis en train de vérifier, c'est plutôt positif. D'ailleurs, c'est les deux, trois seules saisons de sa carrière où il a un impact aussi positif. Les saisons 2013-2015 en attaque, alors qu'en défense c'est toujours autant le cas. Bon, faut voir, il y a un peu de bruit dans ses stats forcément parce qu'il était souvent avec les titulaires, mais je pense qu'il convenait parfaitement pour ça. Ouais. Mais dans un rôle de role player, pas de quelqu'un qui tient l'attaque. Il était 4e ou 5e option, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, si on en arrive un peu à compter les saisons, puisque c'est l'exercice de la valeur cumulée, je comptais une top année en 2011, une top, entre guillemets top, parce que c'est dans un rôle un peu majeur, mais effectivement, en termes de qualité, c'est pas la folie. Et on va dire 3 bonnes saisons de role player plus. Role player plus, on peut dire peut-être 14, 15, 16, sachant que 2013, il est blessé.
Donc voilà un peu pour le total. 1300 minutes de playoff d'ailleurs, ça aide d'être dans une dynastie. 1300 minutes, c'est 89e, donc c'est dans le top 100. Donc c'est quand même plutôt pas mal comparé en saison régulière où il est dans plus de 250 en termes de minutage. Mais bref, du coup, où est-ce qu'on l'imagine avec ces 4 saisons à peu près, on va dire, où est-ce qu'on l'imagine dans le classement? Moi, je suis pas sûr de le mettre dans le top 100, mais Carrément. je trouve que c'est un peu faible, quoi, en termes de minutage. Je le mettrais vraiment tout en bas, quoi. Parce que tu vois, par exemple, on avait fait le cas de Tristan Thompson. Bon, il n'y a pas énormément plus, quoi. Je pense que Thompson, moi, je l'avais mis dans la liste à la base parce que je voulais récompenser la flexibilité en playoff et tout ça. Mais quand on avait fait son cas, on s'était dit, mais en fait, on va le rajouter sur des saisons régulières. C'est un peu nul, quoi. Ouais, voilà, disons que peut-être que ça serait lui la barre. Je peux voir l'idée de le mettre au-dessus de Thompson, Bradley ou Aminou, qui sont les 3 derniers. Je le mettrais pas plus haut, quoi. Vraiment pas plus haut. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on peut le mettre par là. Ouais, j'avoue que je serais pas contre le mettre plus haut, moi. Okay. Mais en même temps, non, mais je me retiens de le faire parce qu'il y a la question du minutage qui est quand même assez important. Et comme on est sur de la valeur cumulée, je veux pas non plus exagérer en disant bah oui, mais intrinsèquement il était bon. Oui, mais en même temps il était pas là, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, tu vois, en même temps, 3 saisons de rôle. Ouais, non, ça me va. Ok. Ça me va et je pense que tu vois, Thompson a plus d'années, mais en faisant beaucoup moins, en étant moins bon intrinsèquement sur les minutes où il a joué. Donc bon, normalement, ça me va de le mettre par là. Ok, donc on serait autour du avant-dernier à peu près dans ce classement. Et donc petit quiz pour finir, ah mince, j'ai pas noté la date d'ailleurs. Nous sommes en plein playoff 2013, un match du premier tour entre Denver et Golden State, et Andrew Bogut met un poster dunk sur Javal Magui. Est-ce que tu es capable de me citer rapidement des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk assez monumental de Bogut sur Javal Magui? C'est la saison 2012-2013 ou 2013-2014? Exactement, 2012-2013, ouais. Oula, 2012-2013. Donc il vient d'arriver. Donc il y a j'imagine qu'il y a Curry. Ouais. Il y a Thompson. Oui. Harrison Barnes. Exactement, Harrison Barnes. Et Bogut. Du coup, il t'en manque qu'un. David Lee. Non, c'est pas David Lee, c'est même pas un intérieur. Bazemore. Non, il est peut-être pas déjà là, lui. Il est là, mais il est rookie, mais non, c'est pas lui qui est sur le terrain. Non, on est plutôt sur l'époque où c'était quelqu'un d'autre qui était un peu le meneur de facto pendant que Curry il courait à travers les écrans. Il y a déjà Jared Jack. Exactement, c'est Jared Jack, cette saison-là, 2013. Donc voilà pour Golden State. Et est-ce que tu as des joueurs sur le terrain du côté de Denver cette fois? Oula, alors là, Denver 2013, donc attends, c'est quoi cette équipe? Ty Lawson. Exactement, ouais. Gallinari. Pas sur le terrain. Mais si, c'est la fameuse année où ils font 3e de conférence, justement, et ils se font upset par Golden State qui est 6e. Oui, c'est l'année où George Karl se fait virer après avoir été entraîneur de l'année. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, ok. Oui, donc c'était une belle équipe, il y avait Iguodala. Exactement, Iguodala était sur le terrain pour Denver et pas pour les Warriors. Javal Magui, je te le compte aussi. Hein. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Donc Lawson, Iguodala, Magui, Evan Fournier, non, c'est un peu tôt. Non, c'est pas un peu tôt, mais il était pas sur le terrain. Effectivement, il te manque 2 ailiers. Alors tu m'as dit Gallinari, non, mais c'était l'autre de New York. Oui, Wilson Chandler. Et le dernier, c'est un champion NBA 2011 qui est passé par chez toi avant et après. Un champion NCAA même, avec Joachim Noah et Al Horford. Ah, Corey Brewer. Corey Brewer, effectivement. Alors là, j'avais complètement oublié qu'il était passé à Denver, Corey Brewer. Effectivement, il était dans cette équipe de Denver qui n'avait pas de go-to-guy, mais qui courait de partout. Et lui, il courait, et ça lui allait. Ah bah, c'est ce qu'il sait faire. Le dunker ivre, comme il est surnommé. Oui, effectivement. L'homme qui a mis combien 50 points 51 51, je crois, oui. Une des prestations les plus improbables de la décennie, sans doute. Il y a des gens qui gagnent à la loterie, mais lui, il a gagné à la loterie, il a mis 50 points dans un match, notre ami Corey Brewer. Mais bref. Donc, passons à notre deuxième joueur du jour, Jay Crowder.
Alors lui, pour le coup, c'est pas quelqu'un qu'on avait repêché, c'est quelqu'un que j'avais oublié, donc j'aurais mis de base dans ma playlist, mais donc on va en discuter, voir si j'aurais eu raison ou pas. Donc Jake Crowder, 8 saisons sur la décennie, puisque draft 2012, quasiment 10 points de moyenne sur la décennie, 25 minutes de jeu de moyenne, 15 000 minutes au total sur la décennie, c'est le 97e total, donc dans le top 100, 608 matchs. Au niveau du palmarès et des récompenses, pas grand-chose, voire même pas du tout, littéralement rien du tout. Comparaison de draft, alors là c'est marrant, tu vas me dire, NBDraft.net, eux, la comparaison c'était Florent Pietrus, et je les soupçonne de s'être trompés sur le prénom. Oui, moi aussi. Parce que je soupçonne que les liens un peu 3D, c'était plutôt Michael Pietrus et qu'ils se sont plantés. Parce que Florent, c'est plutôt un intérieur, non ? Bah, il me semble, oui. Oui. Ouais, je suis pas assez expert, mais il me semble. Ouais. Bon, après, Jake Crowder était plutôt perçu poste 4 à Marquette, mais quand même, je pense qu'ils se sont plantés NBDraft.net. Donc. Mais bref, et alors, NBDraft.net, c'est pas les pires, on va dire. Draft Express, c'est pas mal ce qu'ils ont mis aussi. Leur meilleur scénario possible pour eux, c'était un shorter et Seiner Ron Artest. J'adore le Seiner. Mais effectivement, c'est un Ron Artest plus petit, mais aussi plus sain d'esprit. Pour eux, le meilleur scénario possible. Et puis, le pire, je n'ai jamais entendu parler, c'était Tasmin Mitchell. Pire scénario possible pour Jake Crowder. Voilà, merci Draft Express. Au niveau des surnoms, The Beast, je pense que toi-même tu l'as appelé comme ça, tu sais, cette fameuse performance où il avait mis 15 points dans un match, on l'avait tous appelé The Beast. Ouais, toujours. Non mais c'est n'importe quoi, c'est un role-player, il s'appelle The Beast quand même, quoi. Enfin bref. Donc son parcours rapidement, c'est le 34e pick de la draft 2012, donc est-ce que tu sais qui a été drafté juste après lui ? Ben ouais, dans l'âge comme ça... Bah, c'est Draymond Green, évidemment, 35e. Ah bah oui, bien sûr, 35e en 2012, bien sûr. Il est coincé entre Draymond Green et juste avant, c'était Bernard James. Tu te souviens de Bernard James ou pas ? Je me souviens de Bernard James, qui jouait à Dallas. Oui, bah exactement, tout à fait. Le fameux pivot qui était parti à l'armée, qui était drafté à 27 ans ou 28 ans. Oui, absolument. Bref, donc drafté 2012, Jake Crowder. 2013, il fait 17 minutes de jeu par match, donc il est role-player dans cette équipe qui malheureusement est une équipe de Dallas qui ne fait pas les playoffs pour la première fois depuis très longtemps. 2014, ça fait les playoffs et lui il est dans la rotation, 78 matchs, 16 minutes par match à peine, donc pas non plus encore un rôle très grand. En playoffs, ça tombe contre les Spurs du Beautiful Game au premier tour, série en 7 matchs. 2015, il fait une vingtaine de matchs à Dallas avant d'être échangé en décembre contre Rondo, décembre 2014, donc saison 2015, et il finit l'année avec Boston, le Boston très surprenant de la deuxième partie de 2015, sous Brad Stevens, qui accrochera les playoffs. Lui, il fait du 25 minutes par match avec ce Boston-là, sur 57 matchs, quasiment 10 points de moyenne, et en playoffs, ça tombe contre Cleveland au premier tour, le Cleveland de LeBron qui était revenu. 2016, première année de vrai titulaire pour Jake Crowder, 32 minutes par match cette année-là, 14 points, et en playoffs, ça tombe contre Atlanta au premier tour, le match-up Boston-Atlanta 4-5, il me semble, de conférence. 2017, 32 minutes par match pour Jake Crowder, 14 points de moyenne. En playoff, ça va jusqu'en finale de conférence. Tu sais, 2017, c'est la fameuse année où Isaiah Thomas marche sur l'eau. Et donc, ils battent les Wizards au deuxième tour, la rivalité, et ça tombe contre les Cavs en finale de conférence. Et puis ensuite, été 2017, il y a l'échange dans lequel il est inclus, l'échange Isaiah Thomas contre Kyrie Irving. Et donc, lui, il va à Cleveland en compagnie de Isaiah Thomas. Et à Cleveland, ça se passe pas très bien. Alors lui, il fait toujours une cinquantaine de matchs avec ces Cavs-là, 25 minutes de jeu par match, mais ça marche pas très bien. Du coup, ils font tout péter à la trade deadline. Isaiah Thomas est échangé, Dwayne Wade est échangé, Derrick Rose n'est plus là. Et donc, Jake Crowder est échangé à Utah. Et à Utah, il finit l'année, il fait presque une trentaine de matchs à Utah avec le Jazz fin 2018. 28 minutes de jeu par match, titulaire, 12 points de moyenne avec ce Jazz-là. Et en playoff, ça tombe contre les Rockets au deuxième tour. 2019, toujours avec le Jazz, 27 minutes de jeu par match, 12 points. Et en playoff, ça tombe contre les Rockets, encore une fois, au premier tour, cette fois. Et puis ensuite, il y a l'échange à l'été 2019 de Mike Conley. Et lui, donc, fait le chemin inverse. Il va à Memphis. Et ça se passe pas très bien. Je crois qu'il a pas laissé un très bon souvenir à Memphis. Il fait quand même... Il fait une quarantaine de matchs, 45 matchs à Memphis durant cette année 2020, cette saison 2020, avant d'être échangé à Miami. Où malheureusement il y aura le Covid, donc saison interrompue, mais ensuite durant la bulle on connaît ses exploits durant la bulle. Il aidera le Heat à aller jusqu'en finale NBA avec Jimmy Butler et toute la clique, et donc voilà pour la décennie de Jake Crowder. Donc c'est vrai que ça n'a jamais été transcendant, j'ai envie de dire, mais Crowder c'était un peu le prototype du 3&D utile à défaut d'être élite, peut-être on peut le formuler comme ça. Oui, absolument. Et puis c'est assez marrant parce que quand tu regardes un peu les stats de Jake Crowder, qu'elles soient les stats brutes ou les stats avancées,
il y a absolument rien qui apparaît. C'est-à-dire qu'il y a aucun impact clair qui apparaît. Il est pas spécialement bon à 3 points. Il est pas, on voit pas un off défensif de dingue. Mais dès qu'il est dans une équipe, quasiment dès qu'il est dans une équipe, l'équipe fonctionne mieux. C'est vraiment le pur role player qui amène un peu de dureté aussi, parce que c'est un type qui hésite pas à aller un peu à la bagarre, c'est pour ça que ça marchait très bien, par exemple, au Heat, qui avait bien cette identité-là. Oui, il a cette dureté, cette polyvalence défensive où il peut monter un peu en poste, qui l'aide bien, quoi. Ouais, c'est ça, et qui fait que c'est un joueur un peu agaçant aussi pour les adversaires, parce que il est un peu dans la provoque aussi. C'est un peu le Patrick Beverley de l'aile, quoi. Des ailiers, ouais. C'est ce joueur qui est élite en rien, qui se débrouille à peu près partout et qui amène ce côté un peu leadership, qui est un peu intangible, hein, qui est difficile à vérifier dans les stats ou dans les impacts statistiques, mais qui est précieux. Alors ensuite, il faut pas trop lui en demander, mais le fait est que à chaque fois, il est autour des 30 minutes par match, quoi. Donc on parlait du temps de jeu de Bogut tout à l'heure et ce temps de jeu de role player. Là, 30 minutes, c'est quand même le temps de jeu d'un solide titulaire et qui n'a pas été beaucoup blessé en plus. Non. Et moi, j'avoue que j'avais complètement oublié que il avait autant joué dans les premières saisons à Dallas. Pour moi, c'était vraiment un joueur qui était hors de la rotation, et en fait, je vois qu'il a joué quasiment tous les matchs. Alors, il jouait une quinzaine de minutes, mais malgré tout, dès ses saisons rookie et sophomore. Ça, il sortait de Marquette, un peu vieux d'ailleurs à sa draft, je crois, et c'est la Marquette, c'est un peu la fabrique à 3&D, tu sais, c'est les Wesley Matthews, les Jimmy Butler, les Jay Crowder, justement. Il est sorti un peu ready, quoi, un peu NBA ready, alors pas de la folie. Mais effectivement, le problème pour moi, c'est que finalement, de vrais gros temps de jeu, on n'a qu'une demi-décennie, justement. Parce qu'après, draft 2012, donc on a 2 saisons qui passent à la trappe, et après, 13, 14, 15, on va dire que, comme tu dis, il a une présence, mais c'est du 15-20 minutes par match, pas plus. C'est une place dans la rotation de 7e, 8e homme, on va dire. Et c'est bien en soi, mais bon, effectivement, pour les standards de la centaine, on est plutôt sur des saisons à 30-35 minutes de jeu par match. Donc un peu plus anecdotique, on va dire, mais une demi-décennie de présence. Et en fait, comme tu dis, on est vraiment sur plutôt, et c'est pour ça que je dis ça aussi, le 3&D utile à défaut de élite, parce que on a abordé certains cas hein, dans la saga, je veux dire, des Wesley Matthews ou des Danny Green, où clairement on dit c'est les 3&D ultimes parce qu'ils sont à la fois élites en 3 et en D. À la fois des super shooters d'élite et à la fois des super défenseurs d'élite. Avec Jay Crowder, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et en fait, lui, sa valeur, c'est presque une valeur structurelle, j'ai envie de dire, dans le sens où il est élite dans aucun des 2 domaines. Mais le fait qu'il soit là, ça permet de libérer pas mal de choses parce qu'il est juste assez bon à 3 points pour apporter le spacing et juste assez bon en défense pour ne pas handicaper et même pour te permettre de bricoler en défense des trucs intéressants. Ça va pas être ton wing stopper d'élite, ça va pas être quelqu'un qui a un volume de fou, sans ballon, protéger le panier et tout ça, mais c'est quelqu'un qui fait le boulot, quoi. En gros, c'est un peu ça, c'est en ça que je dis valeur structurelle, et notamment, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est son arrivée à Utah. Alors, il est resté qu'1 an et demi au final, mais à Utah, moi je me souviens, fin de saison 2018, 2018, on est encore sur l'équipe avec Rubio, mais on est encore surtout sur l'équipe où Derek Favors est titulaire à cette époque-là, et on essaie un peu de le tester, Favors, en le mettant dans le corner, même s'il n'a pas le shoot et tout ça. Bon, ça marche pas trop, parce qu'il n'a pas le shoot, il n'est pas respecté. Et Jay Crowder arrive là-dedans. Voilà, lui n'est pas fou, hein, mais le simple fait d'avoir un mec qui peut apporter du spacing, qui était mis au poste 4 à la place de Favors, du coup, ça a libéré plein de trucs, quoi, finalement. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça la valeur de Crowder, c'était cette espèce de valeur structurelle, de bonne présence, on va dire, à défaut d'être transcendant dans ce qu'il faisait, quoi, finalement. Ouais, parce que c'est vrai que au shoot, il tourne à 34-35% à 3 points, ce qui est honorable, mais c'est pas un sniper, quoi. J'ai vu en préparant un peu l'épisode que malgré tout, il est dans le top 100 de l'histoire de la NBA pour le nombre de 3 points marqués. Ouais. Merci l'évolution du jeu. Hein. Oui, voilà, exactement. Mais bon, voilà, j'aurais pas parié là-dessus. Mais ouais, c'est exactement ça, cette valeur structurelle. Et pour moi, c'est prouvé par le fait que systématiquement, chaque année, son temps de jeu augmente en playoff. C'est-à-dire qu'il il est en saison régulière plus autour de 30, une petite trentaine. En playoff, ça monte à
régulièrement à 32, 33, 34. Alors ça paraît rien, mais c'est le signe d'un joueur qui non seulement n'est pas mis dehors par les adaptations en playoff, mais qui en plus est exactement le joueur qui peut tenir à peu près face à tout type d'attaque et qui est assez flexible pour être utile dans tout type de scénario en playoff. Donc oui, ça fait de lui un joueur ultra utile et que tout le monde a voulu pendant plusieurs années. Et bon là, maintenant aujourd'hui, il est dans une situation un peu bizarre et pas très compréhensible, mais quand il avait le contrat qu'il avait signé, je crois, de mémoire à Boston, c'était un contrat qui était souvent commenté comme étant un des plus valuables de la ligue parce qu'il n'était pas très haut, mais c'était un joueur d'une efficacité remarquable. Enfin, quand je dis efficacité, c'est pas qu'il a un pourcentage au tir formidable, c'est juste une efficacité globale, structurelle dans le jeu. Et pas handicapant, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui est déjà beaucoup pour un ailier dans l'ère du 3 points, du switch et tout ça, c'est déjà ça, quoi. Ce qui est vrai, c'est que c'est pas tant lui qui arrivait dans n'importe quelle équipe et qui faisait que l'équipe était compétente, je pense pas. C'est plutôt que des équipes compétentes voulaient de lui. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, donc l'inverse. Mais ce qui reste quand même un compliment. C'est juste pas un compliment à ce point grand de dire c'est lui qui change l'équipe, non. Mais c'est juste que plein d'équipes compétentes le voulaient et que ça marchait, donc ça c'est plutôt pas mal. Peut-être la petite déception, c'est au niveau du shoot, parce qu'il fait une année à 40%, je me souviens, en 2016 ou 17, il me semble, 17. Ouais, 17. Donc on s'était dit, oh waouh, ah ouais, là, ce Crowder-là, c'est très intéressant. Et en fait, non, ça n'avait pas duré. On est retourné sur une carrière à du 34-35%. Donc voilà, c'est globalement, en attaque, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, quoi. C'était vraiment le spacing à cette époque, parfois un peu une action en sortie de dribble, un peu de jeu en transition. Malgré tout, tu vois, l'efficacité globale, on est quasiment tout le temps en dessous de la moyenne de NBA. C'est un peu dommage, mais voilà. En attaque, il faisait le job. En défense, c'était bon sur de défense on-ball, un peu en défense off-ball, mais c'est pas non plus, comme je disais, très loin de l'impact d'un Robert Covington, hein, par exemple, ou ce genre de profil. Tu vois, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il était si loin de ça que de l'impact d'un Alfaro Camino, d'ailleurs, au passage. Mais bref, donc utile à défaut d'élite. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Oui, et puis ce qui est utile aussi pour un joueur, c'est de pas faire du dépassement de fonction. C'est-à-dire qu'il a jamais réclamé quoi que ce soit. On le voit jamais partir en dribble ou prendre des shoots à mi-distance complètement contestés. Il fait ce qu'il a à faire et puis voilà. Tu penses à Lou Dort de OKC. Oui. C'est pas lui, mais effectivement, ça marche. Ça marche. Bref, donc on a cité Lou Dort dans la centaine. Au niveau des stats, effectivement, ça se recoupe un peu avec ce qu'on dit. Hein. C'est toujours globalement pas fou, mais pas négatif, quoi, autour de la valeur neutre, tous les on-off, les basketball index et tous les trucs comme ça. Minutage de playoff, 2000 minutes, donc dans le 41e de la décennie. Plutôt pas mal, hein, et encore une fois, ça recoupe avec le fait d'avoir toujours été dans des équipes compétentes qui faisaient des parcours de playoff, mais bref. Et du coup, dans le classement, où est-ce qu'on le projette ? Je suppose vers la fin. Oui, vers la fin. Là, il y a un trio d'ailiers, là, Chandler Parsons, Harrison Barnes, Sean Marion, et puis même Tobias Harris, dans ce coin-là. Mais... Alors j'avoue que moi, j'avais en fourchette très très haute, en tout cas en truc à pas dépasser, le groupe un peu Trevor Ariza, PJ Tucker. Ouais. Parce que déjà parce qu'il y a beaucoup plus de longévité et qu'en plus je pense qu'ils ont été meilleurs dans ce qu'ils faisaient, donc ça c'était un peu le truc à pas dépasser. Et après je pense quand même que j'étais au-dessus de Sean Marion, qui a pas beaucoup de saisons et qui en attaque était plus pénalisant je pense que Crowder, mais en même temps on en avait parlé aussi avec Nico de Sean Marion. Il y a ce truc où Sean Marion avait aussi de la valeur parce qu'en début de décennie il y avait beaucoup moins de switch et tout ça, et que donc le côté 1 contre 1 était plus important et donc lui était bon là-dedans. Mais ouais, non, ça me va de le mettre là, Zone Harrison Barnes. Est-ce qu'on le mettrait pas au-dessus d'Harrison Barnes qui, à part 3 saisons aux Warriors, a beaucoup de saisons un peu de scoring dans le vide après, à Dallas et ailleurs. Si, ça me... Ou alors on peut le mettre entre les deux. Mais il me semble quand même que la version de Barnes des Warriors était plus intéressante que n'importe quelle version de Crowder, ou alors j'exagère, je ne sais pas. Bah, là, ce que je trouve un peu compliqué, c'est que Barnes sait faire plus de choses offensivement. Et la question est, est-ce que c'est utile pour une équipe que Barnes fasse plus de choses offensivement, même s'il sait les faire? Mais en même temps, le fait est qu'il sait les faire. Donc,
Ouais, mais de facto, est-ce que toutes ces années où il a fait plus à Dallas, c'est eu de la valeur? Moi, je Bien pense sûr, mais pas. est-ce que oui, bien sûr, mais est-ce que c'est de sa faute qu'on lui ait Non, demandé de le faire? ouais, c'est vrai. Non, mais ça me va. Je pense que si on hésite, c'est qu'on est au bon endroit, a priori. Oui. Donc, Harrison Barnes. Bon, allez, je vais le mettre au-dessus. Ok. Allez, mettons-le au-dessus. C'est pas figé. Et de toute façon, j'espère que ça ne fera pas un scandale, même si qu'il soit au-dessus ou en dessous d'Harrison Barnes. Bref, ok. Et donc, petit quiz. Qui est dans l'effectif cette fois? Une équipe marquante de cette fin de décennie, en tout cas. Le Miami Heat 2020, justement, cette fameuse équipe qui bat les Bucks, les Bucks de Milwaukee, et qui va jusqu'en finale NBA dans la bulle. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cette équipe de Miami 2020? Je devrais, parce que c'est récent, mais C'est pour ça, j'étais gentil. Ouais, mais je le sens pas tant que ça. Bon, alors il y a Butler et Adebayo. Ouais. Bon, il y a eu Donis Haslem Ouais. et son job. Depuis fantôme. 1972, ouais. C'est ça. Tyler Hero. Ouais. Duncan Robinson. Ouais. Il y a déjà Max Strus ou pas? Non. Il n'y a pas Max Strus. Et Gabe Vincent non plus? Exactement, Gabe Vincent est là. Il Ouais. fait quelques matchs dans la saison, mais il n'est pas encore développé, on va dire. Non, on avait un autre meneur qui était devant lui à l'époque, une religieuse. Une religieuse? Non, c'est un jeu de mots avec son nom de famille, une religieuse. Non, c'est quelqu'un qui est un meneur backup, qui a fait une année à Miami, qui est parti aux Lakers et qui fait plus rien aux Lakers là, depuis 2-3 ans. Il est un peu, notamment, il est blessé. Kendrick Nunn. Exactement, Kendrick Nunn. Désolé pour le jeu de mots. Jay Crowder, je te le compte. Crowder a été échangé d'ailleurs à Memphis contre un autre ailier défensif de Miami. Est-ce que tu te souviens? Un ailier défensif qui depuis a fait Memphis. Je crois qu'il est à Portland là, qui avait été un gros espoir de Miami. Bah attends, j'ai un trou. Non. Qui aime beaucoup la justice. Ah oui, Justice Winslow. Oui, bien sûr, il est encore là. Oui, d'accord. Plus la saga avance, plus mes indices sont nuls. Hein. C'est une catastrophe. On avait qu'un meneur de jeu de Miami qui a été très important dans ce run de. Il y a Goran Dragic. Exactement. Ouais. Goran Dragic est par là. On avait quelqu'un d'extrêmement explosif, très fin et très explosif. Derrick Jones. Exactement, Derrick Jones Jr. Un intérieur shooter d'ailleurs aussi, un intérieur shooter blanc qui était par Portland, drafté par Portland, draft 2012 d'ailleurs, qui ensuite a fait Miami. Ah oui, il était là, tu vois, j'avais complètement oublié. Meyers Leonard. Ah oui, d'accord. Exactement, Meyers Leonard. J'avais complètement oublié qu'il était dans cet effectif, sur lequel je ne brille pas. Non, il est dur aussi. Hein. On avait un autre ailier défensif qui était arrivé de Memphis en compagnie de Jay Crowder. Est-ce que tu te souviens? Visiblement non. Un vétéran très important qu'on a déjà cité sur le quiz d'avant d'ailleurs. Ah, Iguodala. Oui, effectivement. Iguodala est là, c'est vrai. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de shooter blanc intérieur, on en avait un autre. On avait Meyers Leonard et on avait aussi un autre qui était drafté par Boston. Olynyk? Il est encore Exactement, Kelly Olynyk qui est par là. Et puis voilà, après je t'épargne le reste. On avait du James Johnson aussi qui était par là. Waiters, Solomon Hill font des matchs dans la saison. Et puis Chris Silva aussi, tu sais, l'intérieur brésilien, Chris Silva. Et Casey Okpala, qui je crois est actuellement à Sacramento. Mais voilà pour cet effectif qui va en finale NBA. Ouais, bah oui, alors que c'est pas. C'est un peu de briquet de broc, je trouve, mais bon, oui. Mais tu vois, c'était une vraie surprise. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai pas un souvenir fou, mais la preuve. Disons qu'on a un souvenir de la bulle, on va dire, mais pas de la saison régulière. C'était pas fou. C'est ça. Donc avançons, notre troisième joueur du jour, partons sur Joe Ingles, du coup. Joe Ingles, 6 saisons sur la décennie, 8 points de moyenne et 26 minutes de jeu en moyenne sur cette décennie, 12 000 minutes au total, 161e total, donc pas si loin que ça, 478 matchs, pas de récompense individuelle et pas de palmarès sur la décennie, pas de comparaison de draft aussi, malheureusement, puisqu'il n'était pas un prospect qui était très connu à l'époque, donc pas de comparaison de NBA Draft ou de Draft Express à l'époque. Par contre, au niveau des surnoms, on a des surnoms qu'on connaît. Alors, on a Jingly Joe, je pense que tu connais. Jingles également. On en a un autre, c'est Slow Mo Joe.
Donc voilà, c'est comme Kyle Anderson finalement. Mais bref, donc au niveau de son parcours rapidement, donc je disais, il a 27 ans au début de notre décennie, mais c'est quelqu'un qui a été non drafté en 2009 à l'époque, et qui n'était pas du tout un énorme prospect sur l'air d'art. Donc non drafté en 2009. Entre-temps, il avait passé du temps au Barça et au Maccabi Tel Aviv avant de rejoindre la NBA. Et donc Summer League 2014, il fait les Summer League avec les Clippers, repêché par Utah en octobre 2014. Et puis ça commence ensuite, saison 2015, il fait une vingtaine de minutes de jeu dans cette jeune équipe de Utah. Pas de playoff malheureusement. Saison 2016, 15 minutes de jeu de moyenne dans cette équipe de Utah où il apporte un peu son leadership déjà. Hein, il a 29 ans déjà, quasiment. Pas de playoff non plus 2016. 2017, 24 minutes de jeu pour lui, ça augmente un peu. Dans un effectif qui d'ailleurs fera les playoffs. Lui, il a 7 points de moyenne et 3 assists de moyenne. Et en playoff, ça bat les Clippers au premier tour et ça tombe contre les Warriors de KD au deuxième tour. 2018, ça augmente encore, 31 minutes de jeu pour Joe Ingles qui est titulaire, 12 points de moyenne, 5 assists, et en playoff, ça tombe contre Houston au deuxième tour. On connaît, hein, c'est le même Utah que Jay Crowder dont on vient de parler. 2019, 31 minutes de jeu pour Joe Ingles, 12 points de moyenne, 6 assists, et en playoff contre Houston au premier tour des playoffs 2019 du coup, et 2020 pour finir, 30 minutes de jeu dans cette équipe de Utah, 10 points de moyenne, 5 assists, et en playoff, malheureusement, il tombe contre Denver au premier tour, dans la bulle, cette fameuse série en 7 matchs. D'ailleurs, c'est un peu dommage au niveau de notre découpage qu'on ne compte pas la saison 2021 où il était absolument fantastique, mais bref, c'est le jeu. Et donc, c'est vrai que pour te lancer, finalement, on l'avait repêché, mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de longévité et même en termes de niveau de jeu, peut-être. En termes de longévité, c'est sûr, même si, bon, il y a combien 4 saisons très complètes, on va dire. En termes de niveau de jeu, en fait, ce qui est vraiment très spectaculaire quand on regarde les stats de Joe Ingles, c'est l'efficacité offensive qui est vraiment remarquable, parce que c'était un très bon shooter. Enfin, je dis c'était, il est pas décédé, hein, il joue toujours, même s'il est blessé. Il n'est pas décédé, mais il est bien blessé quand même. Voilà, il est bien blessé, le pauvre. Mais c'est vrai que ses stats de tir sont vraiment très impressionnantes, avec un usage qui est pas énorme, mais qui est respectable. La saison 2016-2017, il tourne à 1,23 points par tir, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est 98e percentile. Alors, ça venait du fait qu'il prenait beaucoup de 3 points, mais que toutes les tirs au cercle ou les tirs mi-distance qu'il prenait, qui étaient assez rares, il les mettait quasiment tous. Enfin, quasiment tous, j'exagère un peu, mais il avait une très bonne efficacité. Donc c'est un joueur d'une très très grande propreté, et par ailleurs un très bon passeur, très très bon sur pick and roll, et qui malgré tout avait un rôle très important dans une des meilleures équipes de saison régulière de la fin de la décennie. Donc de ce point de vue-là, je dirais pas que sportivement il y a rien. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de longévité, et puis je dirais qu'il y a aussi peut-être une petite baisse de niveau en play-off. Alors pas forcément offensivement, mais c'était quand même une cible défensive, même s'il était correct, mais au plus haut niveau, ça devenait un peu plus compliqué. Donc c'est un cas un peu compliqué, je trouve, parce que il aurait fait 7 ou 8 saisons comme ça, quand même, là... il y aurait été, ouais. Il y aurait été, parce que 7 ou 8 saisons comme ça, c'est pas rien. Là, on en a 4. Je sais pas. 4 sans aucune qui est de All-Star, quoi, ni même proche de All-Star. Donc c'est compliqué, parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de cas que ça de joueurs qui sont des role-players ultra efficaces comme ça, mais avec un rôle offensif de playmaking, qui soit pas juste du catch and shoot, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que dans le classement, on a soit des joueurs qui ont 2, 3, 4 saisons, mais de haut niveau, soit des joueurs de son niveau, mais qui en ont peut-être 5, 6, 7, 8, on va dire. Donc c'est là où son cas est compliqué, même si moi, c'est vraiment un joueur que j'adore et un profil que j'adore. Après, il y a toute la question de comment est-ce qu'on juge, d'où vient la valeur, en fait. Parce que tu vois, si on compare son cas avec, je sais pas, moi je dis des Amari Stoudemire ou des Carlos Boozer ou des Josh Smith, par exemple, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais tu vois, tu prends des cas comme ça, finalement, ok, gros volume, grosse responsabilité, mais beaucoup moins efficace. Et en défense, parfois pas top. Donc, finalement, quel profil te donne plus de valeur entre le mec qui va être à 20-25% d'usage ou 28%, mais moins efficace que la moyenne? Est-ce que ça, finalement, ça a plus de valeur ou pas qu'un role player qui est à peine à 15% d'usage et à ce point efficace et à ce point
enfin bon playmaker, bon défenseur aussi, je trouve. C'est un peu compliqué parce que c'est toute la question, c'est est-ce qu'on donne de la valeur au gros volume ou est-ce qu'on donne de la valeur à l'efficacité, sachant que, enfin voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire au niveau de ce dilemme. Ouais. Ouais. Et puis alors, je vais peut-être faire hurler certains, mais il y a un côté, si on peut comparer un profil à la fois en longévité et dans le style, en sortie de banc, il y a un peu de Manu Ginobili dans le profil de Joe Ingles. Alors évidemment C'est moins ça, bon, ouais. mais le fait est que Manu Ginobili, il est classé assez haut. Ouais, c'est un vrai débat et qui est intéressant du fait que on va parler ensuite de Lou Williams, Ouais. qui est lui aussi en sortie de banc, mais beaucoup moins efficace, mais plus de longévité. Je sais pas, je pense que j'hésiterais plus s'il y avait 5 ou 6 saisons, quoi. Là, 4, c'est vraiment très peu. Pour faire un peu l'argumentaire, on va dire. Moi, encore une fois, j'aime beaucoup. C'était un porteur de balle, on va dire, tertiaire dans ces équipes-là. La valeur que je trouve aussi, c'est que c'était encore un Utah qui était très défensif à l'époque. C'est pas le Utah premier de NBA à l'offensive rating comme on a eu en 2021 et 2022 avec Conley Mitchell. Là, on était encore sur la période notamment avec Ricky Rubio. C'était plutôt une assise défensive. Et l'attaque de Utah, sur les 3 années où lui est titulaire, on est sur du 16e de NBA, 14e de NBA et 11e de NBA. Donc on était plutôt sur la valeur. Pour moi, la valeur de ce profil-là, c'était que défensivement, lui, il tenait très bien dans ces schémas-là, où Utah était déjà une défense d'élite, et il apportait un peu cette touche d'attaque et cette création dans un effectif défensif, justement. Et pour moi, il avait une place qui n'était pas négligeable dans cette création offensive, donc c'est là-dessus où je trouve que ça a de la valeur. Les usages, effectivement, sont pas gros, notamment sur Basketball Reference. On est sur du 16%, 17%, 15% en 2018, 19 et 20. Mais on rappelle que les usages de Basketball Reference ne prennent pas en compte forcément le passing, hein, c'est que du scoring. Et donc voilà, peut-être c'est un peu trompeur, légèrement, entre guillemets, dans le sens où cet usage ne reflète pas non plus toute la partie passing qu'il avait. Et il fait 3 saisons à plus de 5 passes de moyenne, il me semble, 18, 19, 20, ou autour des 5 passes de moyenne. Donc il y avait cette importance-là. Playmaker assez sous-estimé, je trouve. Toujours des bonnes décisions et toujours capable sur pick and roll, capable sur drive occasionnellement, extrêmement altruiste, avec en plus une bonne taille et une bonne vision. Donc ce qui permettait aussi de débloquer pas mal de choses. Donc il y a ce côté-là que j'aime bien sur le niveau du playmaking et un scoring qui était, ben voilà, on a beaucoup parlé du coup d'opportunité sur les podcasts récents avec des Mar DeRozan ou des Russell Westbrook, et c'est un peu l'analogie que je faisais tout à l'heure là, avec d'autres joueurs qui ont 3-4 saisons, mais sur des plus gros volumes, mais moins efficaces. Moi, je trouve qu'il n'y a pas nécessairement plus de valeur que quelqu'un qui a un plus petit usage, mais qui est ultra efficace là-dessus. Donc ça, c'est à considérer aussi peut-être, sachant qu'en plus de ce scoring on-ball, on va dire qu'il y avait aussi du spacing, puisque c'est un excellent, comme tu as dit, shooter à 3 points, donc il y avait la valeur off-ball d'offrir un certain spacing. D'ailleurs, il a 42% sur ces 4 années entre 2017 et 2020, 42% d'efficacité sur plus de 5 tentatives par match. C'est quand même pas mal, quoi. Donc il y a des trucs à bricoler, on va dire. J'avais aussi, tu vois, dans le classement, on peut transitionner vers le classement, hein, si tu veux, et vu qu'on discute de ça. On a des cas comme Chandler Parsons. Comment tu juges le duel avec Chandler Parsons, qui lui aussi n'a que 4 saisons? Oui, en fait, je vais me contredire parce que je m'aperçois que je l'avais mis dernier des 5, mais je suis en train de me demander si j'ai pas eu un peu tort. Ouais, moi je le mettrais dans l'absolu au-dessus de Parsons, je crois. Et en même temps, est-ce que j'aurais eu Parsons aussi haut dans le classement? C'est toute la question. Peut-être pas, ouais. Sachant que Parsons, quand même, peut-être a des usages plus gros et plus de responsabilités, sans doute, que n'a eu Ingles. Mais je pense qu'on est sur des cas assez similaires. Hein. Ça doit pas se jouer à grand-chose, hein, parce que là, Ingles, les 2 dernières années, il est autour de 17-19. Je vais regarder vite fait avec Parsons où ça en est, mais ça m'étonnerait que Parsons soit beaucoup au-dessus. Est-ce qu'il était à plus de 20? Ouais, il est un tout petit peu au-dessus. Parsons, il est sur ses bonnes années entre 19 et 20,4. Donc c'est pas une différence folle, quoi. Tu vois, même, ou alors on peut en prendre un autre. Hein. Bon, alors, Ray Allen, par exemple, il a que 4 saisons. Il y en a une qui est All-Star, c'est vrai. Il y a quand même une saison All-Star, et après, c'est du 20 minutes à Miami et un peu à Boston. Je pense quand même que Ray Allen est au-dessus. Oui, moi aussi. Après, tu vois, c'était tout le cas compliqué de Tobias Harris. Hein. Pareil, Tobias Harris, c'est le dilemme du coup d'opportunité. Il fait 10 saisons et en même temps, aucune valeur, quoi. Enfin, je veux dire, ok, il prend des tirs, mais avec le rendement moyen de NBA à peine, et encore. Est-ce que finalement, en 3 ans, 3-4 ans, sur les minutes où il a joué, il n'y a pas eu
une plus-value de la part de Ingles qui était similaire, voire supérieure à celle de Harris, où défense plus nulle, playmaking 0 et scoring à peine le rendement moyen de NBA. Tu vois, finalement, moi je me dis autour de Tobias Harris, ça me dérangerait pas, quoi. Ouais, non, mais effectivement, ça fait sens de dire ça. Est-ce qu'on n'a pas mis beaucoup un peu bas, du coup? Non, parce que alors je sais pas en termes de minutes, mais en termes de minutes, il doit pas être loin, Ingles, de Bogut, ou même devant, non? Tu dois avoir ça sous les yeux, mais... Laisse-moi vérifier, 12 000 minutes pour Joe Ingles, effectivement, alors que Bogut, on est autour des 9 000, ouais. Ouais, donc non, je pense que ça se tient de mettre Ingles... Dans Bogut, on l'a mis devant Thompson, donc Ingles serait devant, non, ça se défend, je trouve. Écoute, on peut le mettre là, si tu veux. Donc, on met devant Tobias Harris? Devant Tobias Harris, ok. Faisons ça. J'assume totalement le biais de j'adore ce joueur et ce profil. Peut-être que je le surestime. Vu qu'on est sur de la valeur cumulée, c'est pas impossible que effectivement je me contredise moi-même. mais bref. Donc oui, minutage de playoff, je l'ai pas cité, 1100 minutes de playoff, 117e, pas non plus top, mais tu vois, en minutage de playoff, il est quasiment à 33 minutes de jeu par match en playoff quand il jouait. Donc c'est quand même pas mal, quoi. C'est un rôle majeur, on va dire, en playoff, même s'il n'a pas eu tout le temps ce rôle majeur en saison régulière. Mais bref, donc petit quiz pour finir. Qui est dans l'effectif? L'équipe du Jazz, la jeune équipe du Jazz qui fait les playoffs pour la première fois en 2017. Est-ce que tu es capable de me citer certains joueurs de cette équipe de 2017 du Jazz? Alors, il y a Gobert. Oui. Rodney Hood. Tout à fait. Alors là, je suis impressionné par Rodney Hood. Dante Exum. Exum est par là, oui, tout à fait. Est-ce que Rubio est déjà là? Non, c'est encore l'autre meneur juste avant. George Hill? Exactement, George Hill. Ok, donc Hill, Ingles, Derek Favors, ou alors il n'est pas encore revenu? Non, c'est bon. C'est bon, il est revenu. Il te manque le franchise player quand même, qui ensuite est parti. L'été juste après est parti à Boston. Ah bah oui, Gordon Hayward, bien sûr. C'est avant son départ. Gordon Hayward, ouais. Alors ensuite, on doit avoir... Il te manque un autre gros, on va dire. Enfin, gros, pardon, c'est un jeu de mots. Notre gros joueur de la rotation, qui a eu un renouveau aux Spurs, et qui a fait une petite pige à Utah, et qui a bien aidé cette équipe de Utah, de jeunes. Boris Dio? Exactement, Boris Dio. Boris Dio, alors aucun souvenir de ça. C'est vrai? Aucun souvenir de Boris Dio à Utah? Eh ben non. Écoute, là, vraiment, aucun. Non, bizarre, hein, mais... Et puis après, alors on avait un meneur backup, je sais pas si tu l'auras, qui était aussi passé par Butler en même temps que Gordon Hayward. Ça te parle ou pas, ça? Oui, Shelvin Mack. Exactement, Shelvin Mack. Je m'attendais pas forcément à ce que tu le trouves. Est-ce qu'ils ont, en parlant de meneur, est-ce qu'ils ont Raoul Neto? Exactement, Raoul Neto est là. Tout à fait, je suis impressionné. Attends, parce que j'essaye de retrouver leur choix de draft. Ils ont pas Trey Lyles? Exactement, Trey Lyles aussi. Effectivement, il est là, Trey Lyles. Et en fait, c'est mieux quand je passe par la draft. Et Alec Burks? Exactement, voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Alec Burks, qui n'a jamais explosé offensivement comme eux l'auraient voulu. Alors, il te manque aussi un autre vétéran qui avait mis, évidemment, qui était venu et qui avait mis un buzzer beater contre les Clippers au premier tour, il me semble. Ah bah, Joe Johnson, alors? Exactement, c'est Joe Johnson. Et puis, t'as à peu près tout le monde. Je t'épargne Joel Bolomboy et je t'épargne aussi Jeff Whitey. Est-ce que tu te souviens de Jeff Whitey? Oui, qui était censé être un protecteur de cercle super bon, qui naît de Texas, ou non, peut-être pas de Texas. Kansas, ouais. Défenseur de l'année à Kansas, ouais. Dans l'équipe de Ben McLemore. Oui, Et finalement, Walker Kessler actuellement est en train de faire mieux que, enfin, ce qu'on espérait que Jeff Whitey fasse, il est en train de le faire, Walker Kessler. Et du coup, avançons sur un cas un peu plus épineux, un cas en tout cas sur lequel on peut avoir des débats. C'est le cas de Lou Williams, si tu veux bien. Donc, Lou Williams, 10 saisons sur la décennie, 16 points et demi de moyenne sur l'ensemble de la décennie, c'est pas mal, 27 minutes de jeu également en moyenne, 18 000 minutes au total, c'est dans le top 50, puisque c'est 50e, tout pile, 685 matchs, cette fois c'est dans le carrément 21e meilleur total de la décennie, donc grosse présence et grosse longévité pour Lou Williams, même si la question c'est à quel point que vaut cette longévité peut-être. Au niveau du palmarès, 3 fois 6e homme de l'année,
Je sais pas si tu te souvenais de ce palmarès-là, 2015, Si, 2018 et 2019. J'avoue que moi j'avais un peu oublié puisque c'est un trophée qui m'intéresse assez peu. Mais bref, pas de comparaison de draft de NBDraft.net et de Draft Express. Lou Williams sort de la dernière cuvée des lycéens 2005. Et au niveau des surnoms loufoques de Basketball Référence, bon, on a Lou Will, on connaît. On a Sweet Lou, on connaît aussi. On a Lemon Pepper Lou, ça je connaissais un peu moins. Et après on avait The Underground Goat. Voilà, je sais pas si toi tu savais que c'était le GOAT sous les radars, mais apparemment ça l'est. Mais bref, donc Lou Williams, son parcours rapidement, 24 ans au début de notre décennie, comme je dis, puisqu'il est 45e pick de la draft 2005, la dernière où les lycéens étaient autorisés à se présenter, et d'ailleurs lui était un lycéen qui s'est présenté à la draft en 2005, bref. Donc drafté par Philadelphie, en 2011 il est encore aux Sixers, 23 minutes de jeu par match aux Sixers, c'est pas beaucoup, mais en même temps le coach c'est Doug Collins, donc Doug Collins il aimait bien les défenseurs, ce qui n'était pas trop le cas de Lou Williams, 14 points de moyenne quand même pour le Williams en à peine une vingtaine de minutes par match. En playoff, ils font les playoffs, les Sixers, et ils tombent contre Miami, le Big Three de Miami dans sa première série de playoffs. 2012, d'ailleurs je crois qu'il met un tir game winner, Lou Williams, sur cette série, le seul match que Philadelphie gagne contre Miami, 4-1, bref. 2012, 26 minutes de jeu par match pour Lou Williams, 15 points de moyenne encore. En playoff, ils battent les Bulls de Derrick Rose qui se blesse et ils sont éliminés par Boston au deuxième tour. Et puis ensuite, Free Agency, lui, il va signer du côté de Atlanta. Et Atlanta, il fait 29 minutes de jeu par match en sortie de banc, c'est quand même beaucoup. Mais malheureusement, c'est qu'une demi-saison, à peine 39 matchs cette année-là, 14 points de moyenne et en playoff éliminé contre Indiana au premier tour. 2014, le minutage baisse un peu puisque Mike Budenholzer arrive. Et donc lui, il est à peine à 24 minutes de jeu par match, 10 points de moyenne. Et en playoff, encore une fois, ça tombe contre les Pacers au premier tour. Et puis, l'été 2014, il est échangé à Toronto en compagnie de Lucas Nogueira et contre John Salmons. Je pense que tu avais oublié. J'avais complètement oublié non seulement l'échange, mais le fait qu'il avait joué à Toronto. Alors, ouais, carrément. Ah ouais, justement, alors 2015, 25 minutes de jeu par match dans ce Toronto 2015, 16 points de moyenne, le trophée de 6e homme de l'année, justement. Oui, mais et en playoff, il est incapable de redire ça. Mais... c'est un peu pour ça qu'on hésitait à le mettre dans le top 100, mais bref. Et donc ce Toronto-là, qui est plein badin, malheureusement se fera upset par Washington au premier tour des playoffs. Le premier effondrement de ce Toronto qui était connu pour ça, à juste titre ou non, mais en tout cas, il était connu pour ça, pour être pas bon en playoff. Bref. Et donc, été 2015, il signe aux Lakers pour avoir plus de temps de jeu dans les Lakers qui sont pas très bons. C'est la dernière année de Kobe, 2016. Lui, il fait 28 minutes de jeu par match dans ces Lakers-là, 15 points de moyenne. Pas de playoff, évidemment, pour ces Lakers-là en 2016. 2017, 58 matchs encore à Los Angeles, avant d'être échangé à Houston contre un premier choix de draft, d'ailleurs, il me semble. Daryl Morey va le chercher, il fait 23 matchs dans ce Houston 2017 de James Harden, MVP, deuxième MVP du coup. En playoff, ça tombe contre les Spurs au deuxième tour, évidemment. Et puis il est rééchangé directement après, l'été 2017, il est dans l'échange de Chris Paul, du coup. Et donc il arrive aux Clippers, et c'est peut-être là qu'on a la meilleure période de Lou Williams en carrière. 33 minutes de jeu par match pour la saison 2018, 22,6 points par match en moyenne, 5,3 assists. Bref, un temps de jeu et un impact de gros titulaires, on va dire. Malheureusement, c'est une équipe des Clippers fait de briques et de broc qui sera pas loin des playoffs, mais qui ne les feront pas, malheureusement. 2019, cette fois, ça y est, ils font les playoffs. Lui, il a 25 minutes de jeu par match, 20 points de moyenne, 5 assists, toujours. Et en playoffs, ça tombe contre les Warriors au premier tour de Kevin Durant et compagnie. Et puis 2020, Kawhi Leonard est arrivé, Paul George est arrivé. Lui est toujours à une grosse vingtaine de minutes par match, 18 points de moyenne, 5 assists toujours. Et en playoff, ça tombe contre Denver au deuxième tour, encore un upset. Et donc voilà pour la décennie bien remplie de Lou Williams, en tout cas bien remplie d'un point de vue longévité. Mais finalement, à quel point, j'ai envie de dire, toi tu accordes de la valeur à cette longévité et à son niveau de jeu finalement? Alors j'en accordais moins avant de regarder un peu plus en détail. C'est-à-dire que Williams, c'est vraiment le profil par excellence du pétard en sortie de banc là, qui se donne l'impression de shooter tout le temps, et qui par ailleurs est très mauvais en défense. Et je crois que je mesurais pas à quel point quand même il était efficace au tir. Parce que quand on regarde la stat des points par tir, sur les 10 saisons, il y en a 5 où il est dans le 80e percentile au point par tir, et les 5 autres où il est au-dessus du 60e. Donc il y a vraiment pas de mauvaise saison au tir, il est vraiment efficace. Ensuite, c'est pas un très bon playmaker et c'est un très mauvais défenseur, mais je pense que faire ça pendant 10 saisons, quand même, même
face à des défenses un peu plus faibles, vu que comme il était 6e homme, il jouait souvent face au backup. Malgré tout, ça a une certaine valeur et c'est important dans des second units où parfois il manque de créateurs offensifs. Lui était capable de faire ça, de créer pour lui-même en tout cas. Créer pour les autres, c'était une autre question, même si c'était pas un passeur affreux non plus. Donc, moi j'accorde quand même une vraie valeur à ça. Ma réserve viendrait du fait que très clairement en playoff ça passait beaucoup moins. On voit bien qu'en playoff, son style de jeu avec des tirs un peu difficiles entraîne une vraie baisse de l'efficacité. Tout simplement aussi parce qu'il y a moins de temps de jeu au banc, donc ce qu'il a en face, c'est meilleur. Et son temps de jeu baisse aussi parce que défensivement, plus ça allait, plus il était ciblé par les attaques adverses. Donc je dirais qu'il a une valeur qui est là aussi structurelle, comme on le disait tout à l'heure pour Joe Ingles, qui vient du fait qu'il était parfait dans ce rôle, dans sortie de banc, et dans ce rôle de déstabilisation de défenses qui sont un peu moins fortes face à des joueurs moins forts. Et que quand le niveau montait, cette valeur baissait forcément, puisqu'il était moins en situation de faire des différences, il était plus une cible aussi. Mais après tout, c'est quelque chose qui a une valeur quand même, d'avoir ce rôle-là, il me semble. Ouais. Mais alors après, en fait, il y a plusieurs questions, je pense, autour de son cas. La première, un peu centrale, à mon sens, c'est à quel point est-ce qu'il a été assez bon en attaque pour compenser la défense. Ça, c'est un peu important, je pense. Oui. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, peut-être on pourra y répondre tout à l'heure, mais c'est quelqu'un, tu vois, moi, par exemple, typiquement, le côté les 6e hommes de l'année, ou l'argument des points par match, c'est pas vraiment un truc qui, moi, me convainc beaucoup. Je pense que vous l'aurez compris en écoutant la centaine, c'est pas ce genre d'argument qui m'intéresse, le côté volume au scoring ou ce genre de choses. Mais après, je pense qu'il faut quand même noter une certaine évolution au cours de la décennie où, au début, et c'est la version que j'aimais pas du tout, c'était un Lou Williams qui était vraiment le côté, tu sais, comme on dit, le microwave offense, quoi. C'était je rentre, je prends mes tirs, je mets mes points, pas forcément avec une efficacité de fou, mais voilà, je fais pas plus, quoi. Et je pense qu'on a eu ça sur la première moitié de la décennie, sortie de banc à Philadelphie, l'époque Atlanta, l'époque Toronto même encore, il me semble. Et après, c'est vrai qu'on a eu quand même une évolution de jeu. Là-dessus, je te trouvais un peu dur sur le playmaking. C'est ce qu'on disait aussi un peu avec Antoine. C'est pour ça qu'on l'avait repêché lui par rapport à des Jamal Crawford ou des profils comme ça. C'est que lui, pour le coup, sur la fin aux Clippers, il arrivait à créer une certaine synergie offensive, on va dire, où c'était plus seulement le mec qui fait le truc dans son coin. Oui, non, mais t'as raison, effectivement. Je disais ça un peu par rapport à Joe Ingles tout à l'heure. Je trouve que Ingles est un meilleur oui, bien sûr. maker, Oui. mais t'as raison que j'étais un peu dur. Ouais. Non, mais effectivement, il y a une certaine limite quand même à cette évolution, et même, effectivement, un joueur comme Joe Ingles, je pense, reste meilleur, mais on n'était plus dans le microwave offense, quoi, pour le coup, et il y avait une certaine synergie qu'il était capable de faire, on va dire, ça doit être un petit moteur offensif, ne serait-ce que sur pick and roll, avec Montrezl ou avec des partenaires comme ça. D'ailleurs, j'ai revu beaucoup de passes pour Willie Reed. Je me souvenais pas que Willie Reed avait été un aussi bon partenaire de pick and roll pour le Williams, mais bref. Donc il y a cette évolution, et du coup il y a 3 années à la fin aux Clippers que j'ai quand même un peu envie de récompenser et de pondérer de manière favorable, parce que on avait un scoring qui était un peu moins efficace que ça a pu être avant, mais sans doute un joueur offensif plus intéressant, parce que une valeur plus globale peut-être, on peut dire, où c'était plus seulement le scoring d'isolation dans son coin, c'était un vrai joueur offensif qui amenait de la valeur un peu plus que seulement pour lui, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le duo avec Harrell était très efficace et très spectaculaire pendant ces saisons-là. Ouais. Et bon, après, au niveau des chiffres, c'est vrai que tu as parlé de l'efficacité en points par tir, même c'est intéressant, parce que si on regarde aussi, c'est la même stat, mais au niveau du true shooting plus, donc à quel point est-ce qu'il se situe par rapport à la moyenne, en fait, il est quasiment toujours au-dessus de la moyenne. Et y compris au milieu de la décennie, il est largement au-dessus de la moyenne. Il fait des scores de plus 4% par rapport à la moyenne, plus 6%, plus 8%, plus 7%. C'est quand même pas mal. Après, sachant qu'au niveau de l'usage aussi, pour toujours accompagner l'efficacité de l'usage, on est autour de 27%, entre 27 et 30%. Ce qui est quand même assez énorme, à part une exception en 2014 à Atlanta, parce que Mike Budenholzer, il aime pas trop ça. Et une exception de l'autre côté en 2018, où il est carrément à 32% d'usage. Mais bref, quand il était un peu le leader offensif des Clippers. Donc oui, toujours en usage entre 27 et 30%. Ça peut paraître beaucoup. Attention aussi, c'est pas pareil de faire 30% d'usage sur 35 minutes de jeu
ou 30% d'usage sur 25 minutes de jeu. Parce que voilà, l'usage, c'est à quel point tu es utilisé, mais oui, quand tu passes moins de temps sur le terrain, ton volume global est forcément moins grand que quand tu as un énorme temps de jeu. Donc il y a peut-être cette petite nuance au niveau de l'usage. Attention à pas avoir des repères de 30% d'usage, c'est pas le même 30% que Kyrie Irving, quoi, par exemple. Après, donc voilà, il y a ce côté création offensive assez sympathique, efficacité, et puis aussi le spacing qui était plutôt pas mal. Alors, toujours un peu décevant, je trouve, parce qu'il était à peine autour de la moyenne, quoi, 35% d'efficacité au niveau du 3 points sur cette décennie. Mais voilà, ça faisait le job. Et puis après, à quel point est-ce que pour toi, la défense vient compenser en négatif? Ah bah oui, là c'est sûr que c'était vraiment un très très mauvais défenseur. Donc forcément, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux playoffs, en playoffs ça passait pas. Bon, c'est négatif, mais comme il était souvent face à des moins bons attaquants aussi, vu que c'était souvent le banc qui jouait face à lui, je sens que c'était un peu moins grave. Mais oui, bien sûr, si on faisait un classement des plus mauvais défenseurs cumulés sur la décennie, il serait assez haut, hein, avec Jamal Crawford, qui était encore pire, je pense. Oui. Tu as tombé juste, parce que petite stat comme ça, au niveau de le modèle de Basketball Index, ouais. Il y a la stat défensive, hein, il y a donc une stat all-in-one défensive, donc le defensive LeBron, c'est un acronyme LeBron, bref. Donc tu fais la valeur cumulée sur les 10 ans de toutes les saisons, effectivement, et c'est le deuxième pire de la décennie derrière Jamal Crawford. Donc exactement, voilà, c'est Jamal Crawford premier, Lou Williams 2, troisième Jordan Clarkson, et quatrième DeMar DeRozan. Hein, voilà pourquoi aussi on a autant été hésitant sur son cas avec DeMar DeRozan. Mais effectivement, oui, voilà, c'est tout ce qu'on a dit de positif, peut-être qu'on peut le compenser par une défense très 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 mauvaise, quoi. Il y a un peu l'effet je rends les points que j'ai marqués, quoi. Donc c'est un peu ça, ouais. Du coup, ta sensation, t'en ferais quoi, toi, par exemple? Est-ce que tu penses que la défense est trop handicapante, ou est-ce qu'il y a encore des choses à sauver, on va dire, au global? Elle est handicapante, mais tu vois, par rapport à, si on raisonne en relatif et non pas en absolu, par rapport à Monta Ellis qui est dans le classement. Monta Ellis, il était pas très bon en défense non plus, quoi. C'est un euphémisme. Ouais. Donc et Lou Williams a plus de longévité. Oui. Et sans doute plus d'efficacité aussi, j'ai pas vérifié, mais oui. Donc des mauvais défenseurs, il y en a d'autres. Ty Lawson, peut-être. Ouais. Je pense que Ty Lawson intrinsèquement ne veut pas être bien meilleur, je ne sais pas. Ouais. Je pense que malgré tout, ce qu'il apportait avait une valeur, au sens où il y avait personne d'autre qui pouvait le faire dans les effectifs où il était, et que c'est pour ça aussi qu'il a autant duré. Oui. Après, je pense que c'était catastrophique en défense. Alors déjà, le modèle de Basketball Index, c'est un modèle stat, hein, donc voilà. Après, c'est peut-être moins grave d'être catastrophique en défense en tant que meneur ou arrière qu'en tant que pivot. Ça, je pense qu'on sera d'accord. D'ailleurs, on n'a pas Enes Kanter dans le classement. Oui, et puis c'est le débat, est-ce que l'impact d'un mauvais défenseur n'est pas moins important que l'impact d'un bon attaquant? Oui, puisque la défense, la défense est un peu plus collective quand même. Donc, non, mais c'est sûr que ça l'empêche d'être. Si c'était un bon défenseur, Lou Williams, déjà, il aurait sûrement été titulaire. Et puis, il serait beaucoup plus haut dans le classement, quoi. Mais alors, question simple, est-ce que pour toi, la défense compense tout et on le met pas dans le classement, ou est-ce qu'il y a quand même de quoi le mettre? Ah non, moi je le mettrais. Ok. Je le mettrais. Ok. Si j'ai à choisir entre 10 ans de Lou Williams et 10 ans d'Avery Bradley, je prends les 10 ans de Lou Williams, quoi. Alors, du coup, allons sur le classement directement. Donc toi, tu étais plutôt pas complètement à la fin, alors, c'est ça? Ouais, c'est ça, pas complètement à la fin. Tu vois, j'avais pris comme... je m'étais donné comme point de comparaison Monta Ellis et J.R. Smith, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu semblable. Ouais. Et je me demande si je le mets pas au-dessus des deux. Alors ça veut peut-être dire que je trouve les deux un peu hauts, mais bon, du coup ça fait qu'on le met... il se retrouve au-dessus de Luka Doncic, ce qui est embêtant, mais bon, c'est une question de longévité aussi, mais... entre 10 ans de Monta Ellis, qui sont pas 10 ans du coup, mais 5-6, et les 10 ans de Lou Williams, je pense que je prends Lou Will. Mais peut-être que toi, non. J'étais un peu plus bas. Tu vois, par rapport à... C'est vrai que peut-être que Monta Ellis est haut, du coup. Je ne sais pas. Parce que Monta Ellis n'a pas été aussi efficace, mais Monta Ellis, je trouve qu'il a eu plus de saisons en étant un bon élément positif, on va dire, en attaque, de par son passing ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'était pas la folie non plus.
Si on prend l'argument aussi à l'envers, on peut se dire, puisqu'il est dans le même coin, là, Tony Allen, dans quelle mesure son absence d'attaque n'est pas aussi sanctionnable que son excellente défense, comme on le fait pour le Williams dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et en plus, il a moins d'années. Oui, non mais Tony Allen, c'était aussi, ça peut valoir le coup aussi de le descendre. Effectivement, ça me dérangerait pas. Alors, on l'a classé la dernière fois avec Tom, qui est aussi un fan de Memphis. Donc, Ouais. Non, mais je veux pas te faire descendre tout le monde, hein, mais. Non, mais tu vois, par rapport à monter à liste, effectivement, il n'y a pas tant que ça d'écart finalement, comme tu dis, niveau défense et même niveau attaque, parce qu'il était plus efficace. Mais bref. Et par rapport à J.R. Smith, c'est vrai que par contre, moi, je pense que J.R. Smith n'a jamais été une valeur négative à ce point en défense. Et même le fait qu'il puisse jouer dans des finales NBA contre les Warriors à plus de 30 minutes de jeu par match, moi, ça compte, quoi. C'est vrai. Ça compte. Après, J.R. Smith n'a jamais eu de passing à ce point. J.R. Smith, pour le coup, lui, c'était plutôt le scoreur de micro-ondes, comme on le disait. Et ça n'a jamais été plus que ça. Mais ouais, ça me va le mettre dans cette zone, du coup. Et est-ce qu'on descendrait pas Montalis dans le lot ? Oui, moi, je le trouve un peu haut, mais ensuite... Écoute, ce que je te propose, c'est par exemple, on descend Montalis de quelques places et on met Montalis, J.R. Smith et derrière Lou Williams. Un truc comme ça tirait ? D'accord. Du coup, là, ça veut dire que Lou Williams, on le mettrait devant des Chandler Parsons, Harrison Barnes, Jake Crowder, Sean Marion. Ouais, ça me choque pas, parce que ça me choque pas. À partir du moment où tu juges vraiment la production cumulée et ce qui a vraiment eu lieu et que t'es pas en train de réfléchir à quel est le joueur idéal pour aller en finale et les gagner, ça me choque pas qu'on le mette devant. Je sais pas, ça me fait un peu haut finalement, je me dis. Ça me fait un peu haut. Combien il y a de très bonnes saisons de Lou Williams qu'on retient ? Parce qu'il y a beaucoup de longévité, mais ouais, je ne sais pas. Bon, allez, mettons-le là. Faisons un tir groupé. Peut-être éventuellement, avec d'autres avis, on le descendra plus tard. Mais ok, mettons-le là. Montalis, Lou Williams, J.R. Smith. Un package groupé, on va dire. Ok. Alors oui, j'ai pas cité 1500 minutes de playoff. 77e total. Pile entre Giannis Antetokounmpo et Pascal Siakam. Et donc voilà pour Lou Williams. Alors, petit quiz pour finir. Qui est dans l'effectif? Et justement, ça va pas être simple pour toi parce que c'est le Toronto 2015. Aïe. T'avais oublié qu'il faisait partie de cette équipe, mais donc, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de ce Toronto 2015? Bon, alors il y a Kyle Lowry et DeRozan. Ouais. Voilà. Il y a Valanciunas. Oui. Il y a Lou Williams, je te le compte. Oui, il y a Lou Williams, voilà. En plus, eux, ils draftaient personne, donc c'est plus compliqué pour trouver. Alors justement, on avait quelqu'un qui avait été drafté relativement haut en arrière shooter. Drafté 8e, je crois, en 2012. Très athlétique. Ah oui, Terrence Ross. Exactement, Terrence Ross, qui fait partie d'ailleurs du club des j'ai mis 50 points et je ne sais pas comment. On parlait de Corey Brewer tout à l'heure. C'est un peu moins absurde que Corey Brewer, mais oui. Ouais. Ouais. Après, on a un intérieur classique de Toronto qui est resté très longtemps. Je crois qu'il est débarqué en tant que lycéen, avec des bras immenses, qui était un intérieur plutôt défensif, on va dire, qui ensuite est parti à Boston et puis ensuite a pas fait grand-chose. Amir Johnson. Exactement, Amir Johnson. Est-ce qu'ils avaient déjà Caboclo? Oui, Caboclo était là. Il venait d'être drafté. Il était rookie, Caboclo, donc il était encore 1 year away from 2 years away. Oui. James Johnson était encore là? Oui, Johnson était là. D'ailleurs, tu as cité Caboclo, on avait un autre Brésilien. Ah, Nogueira. Exactement, Lucas Nogueira, Bébé Nogueira était là. On avait un poste 4 stretch 4. À l'époque, c'était le début des stretch 4, mais qui n'a jamais complètement rien donné. Je crois de Kentucky, il sortait de Kentucky. Ah, Patrick Patterson, oui, qui était pas mal, qui était un bon joueur. Patrick Patterson, on avait un meneur de jeu hispanique. Meneur de jeu hispanique. Ah oui, je vois, mais oui, je crois que je vois, mais je me rappelle plus. C'était un Vasquez. Oui, Grévis Vasquez, oui. Grévis Vasquez, ouais. Un gaucher, ouais. James Johnson, tu l'as dit. Alors, on avait un tout petit pivot défensif des Rockets à l'époque, qui avait fait une pige à Toronto, là. Chuck Hayes? Exactement, Chuck Hayes. Ou qui devait être sur la fin, là, alors. Oui, sur la fin, ouais. On avait l'actuel GM des Hawks. Est-ce que tu sais qui est l'actuel GM des Atlanta Hawks? Qui avait été la coqueluche de New York pendant 1 an. Ah, c'est Landry Fields. Exactement, oui. Landry Fields. On avait un ancienne superstar NCAA du basket universitaire à North Carolina, je crois. Un poste 4 scoreur, passé par Indiana, mais finalement, ça n'avait pas marché complètement à Indiana. Ah oui, Tyler Hansbrough. Oui. Tyler Hansbrough, effectivement. Oui, d'accord. Et puis, il t'en reste qu'un.
il t'en reste qu'un. Ça fait beaucoup d'intérieur, non? J'ai l'impression qu'il y a que ça dans cet effectif. Oui, et il t'en reste encore un d'intérieur. Moi, j'aimais bien. Un intérieur, vraiment, le pivot blanc de Rim Protection, classique, qu'avait fait Boston, et ensuite il était parti chez toi à Minnesota. Ça te dit rien du tout? C'était un Greg. Ah oui, attends, je vais y retrouver Greg Stiemsma, qui ne savait faire qu'une chose, c'est contrer, oui, d'accord. Voilà, tout à fait. Greg Stiemsma, qui était par là, ouais. Et qui, je crois, est à nouveau dans le Minnesota et travaille plus ou moins dans la franchise. Ouais, ah oui? Ouais, je crois. Je sais pas s'il est encore, mais il me semble. C'est lui qui a encadré les progrès de Karl Anthony Towns à la protection du panier, ça? Arrête. Non, mais par contre, c'est quoi cet effectif avec 12 pivots c'est-à-dire qu'ils avaient Kyle Lowry, DeMar DeRozan, et ensuite ils cherchaient à qu'est-ce qu'il faut mettre autour, quoi. Donc on a essayé tous les intérieurs disponibles. Du coup, passons à notre dernier joueur du jour, c'est Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui n'a que 3 saisons sur la décennie, mais 23 points de moyenne sur la décennie, sur ces 3 années, donc 34 minutes de jeu par match, c'est beaucoup aussi. Finalement, 7600 minutes, 286e total, c'est peu, mais on a du Ray Allen qui est autour, 254. On a du Siakam, 7000 minutes, alors que lui, il a 7600. Du Embiid, 6300 dans le classement. Du Doncic, évidemment, 4300 minutes. Bref. Donc on est quand même assez loin pour Donovan Mitchell, on va en parler. Une fois All-Star sur la décennie, en 2020. Au niveau des comparaisons de draft, NBA Draft.net pour eux, c'était Norman Powell, Donovan Mitchell. Donc voilà, c'est pas exactement. Il a fait mieux, on va dire. Et puis Draft Express, pas de comparaison. Et au niveau des surnoms, basketball référence, rien de loufoque, hein, c'est Spida, je pense que tu connais. Et donc son parcours, ça va aller très vite, hein, avant qu'on en débatte un peu. 13e pick de la draft 2017, drafté notamment devant 2 arrières que sont Malik Monk et Luke Kennard. Donc voilà. Saison 2018, rookie, en fait, il est très bon de suite avec le Jazz. 34 minutes de jeu avec Utah, 34 minutes de jeu en tant que rookie, 20 points de moyenne, 4 assists. Et en playoff, il bat OKC et il tombe contre Houston au 2e tour. Décidément, on n'arrête pas de parler de ces équipes de Utah. 2019, 34 minutes de jeu également par match pour Donovan Mitchell, 24 points de moyenne et 4,2 assists par match en playoff contre Houston au premier tour. Et puis 2020, encore une fois, 34 minutes de jeu par match pour Donovan Mitchell, 24 points de moyenne, 4,3 assists, et en playoff, ça tombe contre Denver au premier tour. Encore une fois, merci Torrey Craig d'avoir loupé le lay-up sur le match 7. Et donc, pour te lancer sur le profil, évidemment, très très peu de longévité, mais finalement, 3 saisons dans un rôle majeur, j'ai envie de dire, c'est presque plus que certains noms qu'on a en fin de la liste. Oui, effectivement. Et alors, il me semble, en regardant, mais tu me dis si je me trompe, que en fait, il n'y a personne à partir de la draft 2016 dans le top 100, à part Doncic. Ouais. Donc ça veut dire que ça serait... Je sais pas si Tatum est prévu dans les derniers numéros. Dans les best of the rest, mais pour l'instant, donc il n'y est pas. Ok, oui, dans les best of the rest. Donc, ça voudrait dire que on considère que c'est dans les 4 dernières drafts, en gros, de la décennie, c'est lui le meilleur derrière Doncic, en gros. Mais ça se défend, je trouve, sur la production pure. D'autant que c'est une production très efficace, enfin relativement efficace en tout cas, dans une bonne équipe, avec des performances en play-off qui sont remarquables. Bon, donc moi qui ai un peu tendance, plus que toi, je pense, à récompenser les pics plus que la longévité, pour moi, effectivement, ça te choque pas. Ça me choque pas, ça se justifie de le mettre là, parce que c'est vrai que, enfin, après tout, il y en a qui sont récompensés pour ça en étant en début de décennie. Donc pourquoi pas avec certains qui sont en fin de décennie, quoi. C'est pas en un sens Donovan Mitchell par rapport à je sais plus auquel je pensais, dont on a parlé tout à l'heure, bon peu importe. Oui, il y a du Ray Allen, hein, par exemple. Oui, voilà, par rapport à Ray Allen, franchement ça se défend tout à fait de se dire qu'il est au même niveau, voire un peu plus haut peut-être, hein, puisqu'il en fait plus offensivement que n'a fait Ray Allen. Donc non, ça me choque pas vraiment de le mettre, et je pense en y réfléchissant là par rapport au débat qu'on a eu sur les 4 précédents, de le mettre en premier sur les 5 de la QV.
Bah, c'est vrai que du coup, pour refaire un peu son cas et pourquoi est-ce que j'ai voulu l'inclure, finalement, on a 3 saisons avec un usage de à chaque fois 30%, donc des usages de star, clairement. Après, l'efficacité n'était pas toujours là, mais on était autour de la moyenne, 97 de true shooting plus, 96, 99. On était autour de la moyenne et on va dire que pour ce rôle-là, par exemple, DeRozan fait une décennie comme ça. Et DeRozan, on l'a plutôt haut dans la liste, mais bref, dans un effectif, encore une fois, du Jazz qui était à l'époque très défensif et dont le go-to-guy aurait été Ricky Rubio, je pense que si tu enlèves la création de Donovan Mitchell, on n'a pas du tout une équipe playoffable, pas assez bonne en attaque. Donc, même si lui, son scoring était en dessous de la moyenne, je pense qu'il y avait une certaine valeur sur cette création. Et voilà, je pense que je l'inclus et qu'à la base, je ne l'avais pas inclus, mais il faut faire attention, je pense, peut-être au biais d'échantillons ou il est jeune aussi. Tu sais, le côté, bah, c'était son début de carrière, donc on ne le prend pas forcément en compte. Mais tu vois, par exemple, si on fait, imaginons un what if, un mec drafté en 2010 qui fait 3 ans très timide, très jeune, où il joue quasiment pas, qui fait 3 saisons au top, comme Donovan Mitchell, qui ensuite fait une saison blessée où il joue pas, et ensuite 2 saisons totalement OSEF de backup. Ce gars-là, je pense on l'inclurait, quoi, parce qu'on aurait une certaine vision de longévité ou de carrière un peu remplie, alors que finalement il y a le même nombre de saisons que Donovan Mitchell. Donc c'est pour ça que j'ai un peu envie de faire attention à ce biais de l'échantillon et de la manière dont sont présentées les choses. Je sais pas si tu as totalement compris mon analogie. Mais c'est pour ça que finalement, tu vois, je pense que un tel rôle majeur de création dans un effectif défensif, ça avait de la valeur. Et même si on n'est pas sur le Donovan Mitchell, il faut faire attention non plus à pas penser que c'était le Mitchell de 2022, par exemple, hein, qui était meilleur scoreur, qui était bien meilleur passeur également. Donc on n'avait pas le même attaquant, mais en même temps, et on a fait un podcast récemment avec Titouan sur Donovan Mitchell, donc je vous invite à l'écouter si vous voulez. Mais effectivement, on s'est rendu compte aussi en voyant des matchs, en voyant des stats et tout ça, que c'était pas un aussi bon attaquant Mitchell au début, mais en même temps c'était un bien meilleur défenseur qui était plus impliqué qu'il a pu l'être à la fin au Jazz où c'était un peu caricatural. Donc on a cet équilibre, on va dire, où il était moins intéressant en attaque mais quand même très intéressant avec un rôle majeur, et puis en plus intéressant défensivement dans cette assise défensive du Jazz. Donc l'un dans l'autre, je me dis que ça fait quand même 3 saisons de bon niveau qui méritent, je pense, d'être valorisées. Et je pense aussi que j'ai évolué au niveau de mon avis et de comment est-ce qu'on pondère les saisons au fur et à mesure de la saga, ou dans le sens, au début de la saga, je pensais pas forcément qu'une saison de All-NBA ou une saison All-Star était à ce point plus importante qu'une saison de role-player, on va dire. Aujourd'hui, je suis un peu plus de cet avis que c'est à ce point beaucoup plus grand une saison All-Star par rapport à une saison de role-player. Et le fait est qu'il n'a pas 3 saisons All-Star, mais il a 3 saisons majeures. Donc il y a de quoi faire, quoi, finalement. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, mais voilà, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, pas grand-chose à dire, mais parce qu'on le connaît bien, Donovan Mitchell. Ouais. Donc pas grand-chose à rajouter. Une fois qu'on a dit son volume et son efficacité, et voilà, le joueur, on le connaît bien. Bah, si tu veux, on peut passer directement au classement. Comme ça, on peut projeter de manière plus concrète sa valeur et discuter de sa valeur plus concrètement. On parlait de Ray Allen, qui, je rappelle un peu Ray Allen, une saison All-Star à Boston de très haut niveau. Ensuite, une saison où il est blessé et un peu plus compliqué à Boston. Et puis 2 saisons à 20 minutes par match au Heat. C'est vrai que c'est un bon point de repère, non ? Oui, oui, c'est ça. Et puis en plus, il y a un autre bon point de repère qui est celui de Luka Doncic, qui est 2 places au-dessus de Ray Allen. Donc il y a une saison de moins, si je me trompe pas, que Mitchell. Ouais. Mais bon, ces 2 saisons sont meilleures. Ouais, moi je l'aurais mis par là, peut-être soit juste au-dessus de Doncic, parce que c'est une saison de plus quand même, soit juste en dessous, je sais pas trop. Effectivement, c'est vrai que Doncic a 2 saisons qui sont de bien meilleur niveau, je trouve. Surtout la 2020, c'est une saison top 5, MVP et tout ce qu'on veut. Saison assez incroyable. Ouais, ça me va de le mettre là entre Ray Allen et Luka Doncic. Effectivement, peut-être qu'il faudra se pencher sur le cas de Tony Allen, peut-être le baisser prochainement. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais. Parce que tu vois, avec ces 3 saisons de go-to-guy, bah, finalement, il est au-dessus de Ray Allen. Il est au-dessus des 4 saisons de Chandler Parsons, mais qui sont de moins bon niveau. Il est au-dessus de Sean Marion. Ouais, ça me paraît assez logique. Ouais. Il est en dessous de Rudy Gay, qui en a 10, mais moins bonne. Oui. Ça va, ok. Ouais, ça me va. Minutage de playoff, bon, bah, pas beaucoup. 868 minutes de playoff, 149e total de la décennie. Mais c'est quand même plus que, tu vois, des Kobe. C'est quand même plus que Ty Lawson, que des Gallinari,
que des David Lee, que des Rudy Gay, justement, que des Oladipo, que des Chandler Parsons. C'est Donc, pas des minutes vides, hein, parce que sa série contre Denver. En plus, ouais. Ok. Bah, alors mettons-le là. Et donc, petit quiz pour finir. C'est un qui est sur le terrain. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et alors, je me rends compte que maintenant, j'ai pas fait exprès, mais c'est encore une fois un poster sur Javal Magui, comme Andrew Bogut. Je viens de me rendre compte là. Donc, nous sommes le 12 janvier 2019. Ça, je me souviens même d'avoir vu le match, pas en direct, mais au réveil. Mais bref. Donc, 12 janvier 2019, nous sommes à Utah. Utah contre les Lakers. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Janvier 2019, Utah, Lakers, le poster de Donovan Mitchell sur Javal Magui. Donc, janvier 2019, il y a, j'imagine, Gobert. Sur le terrain, oui. Joe Ingles. Oui, effectivement, Joe Ingles. Jordan Clarkson. Non, il n'est pas encore là. Je sais pas où il est d'ailleurs à cette époque-là. Bogdanovic est là. Non, c'est pas Bogdanovic. C'est quelqu'un qui, cette saison-là, venait d'émerger un peu dans un rôle de 3&D. Ah, c'est Royce O'Neal? Exactement, c'est Royce O'Neal, ouais, tout à fait. Et il te manque un autre 3&D, d'ailleurs, dont on a parlé aujourd'hui. Crowder? Exactement, ouais. Mitchell, Gobert, Crowder, Ingles et Royce O'Neal, du classique. Ouais. Mais par contre, on va s'amuser maintenant. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain pour les Lakers 2019? Attends, les Lakers 2019, c'est la première année de LeBron. Hein. Exactement, ouais, c'est ça. Ok, donc c'est l'année des jeunes. Oui. Donc, doit y avoir Lonzo Ball. Pas sur le terrain. Ingram est sur le terrain, oui, effectivement. Kuzma? Oui, tout à fait. Kyle Kuzma est sur le terrain. Josh Hart? Oui, tout à fait. Alors là, c'est impressionnant. Et il doit en manquer un, donc peut-être. Donc Javal Magui, Josh Hart, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, et il t'en manque un dernier. LeBron James? Non. Oh non, c'est l'inverse de LeBron James. Non. L'inverse de LeBron James. C'est-à-dire quelqu'un de petit et nul? Non, mais c'est-à-dire que si LeBron est un ailier athlétique et très fort en NBA, on va dire que lui, c'est plutôt un intérieur pas athlétique et pas hyper fort en NBA. Je sais pas si t'as oublié, je pense que tu l'as peut-être oublié. Drafté en sortie de Michigan. Je vais dire Ryan Kelly, mais c'est absurde que je pense à ce gars-là. Non, Ryan Kelly, on est plutôt sur les Lakers 2014. Oui, c'est ça. Non, drafté sorti de Michigan, et d'ailleurs, il a un frère qui a une bonne hype. En ce moment, il a un jeune frère drafté par Orlando. Ah, Mo Wagner. Exactement, Mo Wagner est le 5e joueur sur le terrain pour les Lakers. Ouais. Mo Wagner a joué aux Lakers, j'avais oublié. Bon, ok. Voilà, pour vous dire, comment ça se fait que LeBron il va aux Lakers et il manque les playoffs? Je vous répète, le 5 sur le terrain quand lui n'y est pas, c'est Josh Hart, Javal Magui, Mo Wagner, Brandon Ingram et Kyle Kuzma. C'est très bizarre comme line-up. Oui, c'est très bizarre comme line-up. Il y avait Lonzo Ball sur le banc et LeBron également. Mais bref. Ils ont dû se dire le playmaking, pas besoin. Effectivement. Et donc, avant de se quitter, je rappelle les joueurs, où est-ce qu'on les a classés. Alors mince, j'ai pas le classement exact, mais en gros, on a Donovan Mitchell, le premier de cette série, qui est entre Luka Doncic et Tony Allen pour l'instant, et au-dessus aussi de Ray Allen. On a inséré Lou Williams juste après, pas très loin, entre J.R. Smith et Chandler Parsons. On est autour de la 75e, 80e place pour tous ces noms. Jay Crowder ensuite, entre Chandler Parsons et Harrison Barnes. Joe Ingles, pas très loin derrière aussi, entre Sean Marion et Tobias Harris. Et enfin, Andrew Bogut, qui atterrit dernier de cette série, de cette QV pour l'instant, et avant-dernier pour l'instant, Andrew Bogut, entre Patrick Beverley et au-dessus de Tristan Thompson. Et donc voilà, merci beaucoup en tout cas Rafa d'être venu pour faire ce Best of the Rest, partie 1. Avec plaisir, et ça sent mauvais pour Tristan Thompson, Avery Bradley et Al-Farouq Aminu qui effectivement, j'imagine un peu sauter du top 100. Ouais. Oui, je pense aussi. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour notre première partie du Best of the Rest, où on a discuté donc de manière très classique, comme on le fait d'habitude, de candidatures de 5 noms plutôt solides, j'ai envie de dire, 5 candidatures qui sont plutôt solides, et donc on se retrouvera d'ici quelques temps pour faire une deuxième partie sur des candidatures un peu plus marginales, on va dire. Voilà, on passera un peu à la volée pas mal de noms, et donc ça nous conclura cette partie Best of the Rest. On sera sûr d'avoir oublié personne après avoir évoqué autant de joueurs. Bref, et nous pour la prochaine fois, je peux pas vous dire exactement, mais je pense que c'est pas impossible qu'on se retrouve pour un format court, Stat Express ou duel de joueurs mystères. Et donc, sur ce,
Je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Évidemment, un grand merci à Rafa d'être venu sur le podcast, encore une fois. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.